Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventures de la Princesse, le 7e épisode de notre rétrospective au long cours sur la carrière de Denis Lavant. Je suis toujours avec Clémence. Bonjour. Je suis toujours Donna, on est toujours en forme. Oui. Bon, cette sélection d'aujourd'hui, elle est... ça va. Oui, franchement, c'est pas la pire qu'on ait eue. C'est pas la pire, on est toujours dans les voyages. Ah oui. On va explorer différents pays. J'étais en train de me demander est-ce que Denis Lavant a exploré plus de pays cinématographiquement que Isabelle Huppert. Ah, c'est une bonne question, ça. Il faudra faire le compte un jour. Ouais. En tout cas, là, on explore au moins un pays qu'on n'avait pas encore vu. C'est de refaire dans ma tête... Non, 2 pays qu'on n'avait pas encore vu, 2 nouveaux pays. Oui. Et on va voir ça tout de suite. Donc, pour recontextualiser rapidement, donc là, on est sur... les années 2010-2012. On s'était arrêté la dernière fois avec un épisode avec beaucoup de téléfilms, avec c'était Obsession, c'est ça ? Ouais, de Frédéric Tellier. Voilà, un téléfilm adapté, non pas adapté, mais coécrit par Franck Tilliez, donc dans un truc très policier franco-français, et là on va partir dans des univers encore très différents. Et donc juste pour resituer, parce que évidemment Denis Lavant c'est toujours un homme de théâtre, quelle que soit la période qu'on étudie. Donc là sur la période qu'on va étudier, il est toujours très actif, puisque il va jouer dans 2 pièces qui sont assez importantes, de ce que j'en sais de moi qui ne suis pas du tout spécialiste de théâtre. Il va déjà jouer dans un truc qui s'appelle Faire danser les alligators sur la flûte de Pan, de Émile Bramy, qui est une pièce qui est écrite à partir de la correspondance de Céline, l'écrivain pas la chanteuse. Et donc du coup, on a déjà plusieurs fois croisé Céline dans la carrière de Denis Lavant, mais cette pièce, elle va vraiment être marquante, elle va associer réellement Denis Lavant à Céline, ça va amener encore d'autres films qu'on verra dans plusieurs épisodes dans le futur. Donc c'était juste une mise en scène de Yvan Moran, voilà, j'avais noté. Et toujours en 2011, il joue dans Le Chien, la nuit et le couteau de Marius von Mayenburg, et c'est une mise en scène de Jacques Osinski. Alors c'est pas la première fois qu'il travaille avec lui, mais ça va mener à une collaboration assez importante entre les deux, qui a amené à un Molière du meilleur acteur pour Denis Lavant récemment, et il joue actuellement, au moment où on parle, ou il vient de terminer, je ne sais plus, une pièce ensemble à partir d'un texte de Beckett. Wow. Donc il est joué à Paris. Voilà pour la partie théâtre, donc encore principalement un acteur de théâtre à succès. Et on va repartir dès maintenant sur nos vraies plates-bandes, le monde cinématographique, avec un film un petit peu particulier. On voyage déjà, donc on était dans le téléfilm français, et on part dans le cinéma italien, religieux. On ne l'attendait pas, mais Denis Lavant apparaît. On peut le dire, c'est une apparition. C'est un pur caméo, là. Oui, non, parce qu'apparition, en plus, c'est divin. Ah mais oui, bien sûr. Dans un film qui s'appelle Io sono con te, donc tu m'arrêtes si je me trompe, je suis avec toi. C'est ça. Parce que tu es ma contrôleuse d'italien. C'est même, vu qu'il y a le pronom io, c'est même appuyé, donc ce serait vraiment moi je suis avec toi. Et donc c'est un film réalisé par Guido Chiesa. Ce la fai? Meglio se ci fermiamo qui. Maria, per amor del cielo, ma che stai dicendo? Hai bisogno d'aiuto? Non serve. So cosa fare. Era questo che avevi in mente da sempre, restare sola. Et donc Io sono con te, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui nous raconte la vie de Marie, Marie, la Maria, OG Mary. la mère de Jésus-Christ. Voilà, dans un film presque naturaliste, on va dire, très réaliste, où on va suivre du coup la vie donc de Marie, de son mariage à... alors je sais plus où le film s'arrête. Alors ça commence au moment où elle apprend qu'elle est enceinte de Jésus, à peu près, et ça se termine, je crois... Elle se marie pas avant de tomber enceinte ? Non, justement, elle est enceinte, et du coup Joseph l'épouse un peu plus tôt que prévu, pour cacher un peu le scandale. Je n'avais pas compris ça. Et ça se termine du coup. Et ça se termine, alors c'est pas très clair, mais il est encore jeune, Jésus, il doit avoir une douzaine d'années. Mais après, au fur et à mesure du film, il y a des moments où on la voit plus vieille raconter son histoire, donc... Oui, puisque en fait, le film, on y reviendra, est narré par Marie âgée en voix off, qui donc va nous raconter sa vie et
plus ou moins la vie de Jésus de manière indirecte. Est-ce que tu veux nous parler de ce film ? Oui, je veux bien. J'ai été assez... En fait, j'ai regardé le film sans vraiment avoir rien vu, rien lu dessus. À vrai dire, je n'avais que le titre et le nom du réalisateur qui est très à propos, puisque Chiesa en italien ça veut dire église, donc voilà, bravo à lui. En fait, j'ai été assez cueillie par l'ambiance, comme t'as dit, un peu naturaliste du film, assez... Ouais, c'est ça se passe... C'est vraiment très réaliste, en fait. C'est assez particulier, parce que un film sur la Bible, généralement, moi je pense qu'on imagine ça soit en fresque épique, soit en film un peu presque fantastique en fait, même si je pense que c'est blasphème de dire ça, mais et là on est sur un truc vraiment très réaliste en fait, où on voit pas de miracle, on voit les personnages de la Bible, on voit Ruth, on voit Élisabeth, on voit Zacharia, Joseph, etc. Mais en fait ce sont juste des Palestiniens qui vivent là, dans leur maison, qui travaillent, qui vont au temple, et c'est... Moi en fait je me suis dit que c'était... c'est un peu bizarre, mais c'était entre Jean-Jacques Hano et Pasolini, en fait, comme film. Sur le côté très réaliste, et en même temps, il y a un côté un peu mystique, parce qu'on raconte la Bible, et quand on entend un nom d'un personnage, on se dit « Ah, mais je te connais, toi, t'es dans la Bible !» Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait ça. Par exemple, en voyant Élisabeth, « Ah, mais oui, je me souviens, c'est la cousine de Marie qui est tombée enceinte à un âge à plus âgé que ce qu'on est censé quand on tombe enceinte, et du coup, miracle, et tout ça, donc... C'est sympa si vous voulez réviser un peu votre Bible, ou si vous aimez bien remarquer des caméos dans les films. Enfin, c'est étrange en fait comme sensation, en tout cas pour quelqu'un qui connaît vite fait les personnages de la Bible. À part ça, je l'ai trouvé assez beau le film, justement dans son dépouillement, dans son côté réaliste, mais je l'ai trouvé trop long, malgré le fait qu'il dure assez peu de temps. Je crois qu'il dure 1h30, 1h40, un truc comme ça. 1h40 je crois. 1h40, ouais. Et ça m'a accroché sur la première moitié, mais après j'ai trouvé que ça traînait vraiment beaucoup en longueur avec... à partir du moment où Jésus arrive, Marie est vraiment mise au second plan, et là où on avait un personnage assez beau dans la première partie, d'une jeune femme vraiment jeune d'ailleurs je crois, qui découvre la vie, qui se pose des questions, qui avance, qui vit dans son village et qui questionne en fait les choses et tout ça. Après elle devient vraiment en arrière-plan, et on comprend que Jésus il est promis à un grand destin quoi, c'est logique. Donc voilà, c'est un peu mitigé, mais j'ai trouvé le film assez beau, assez juste dans sa représentation visuelle aussi de ce qu'aurait pu être la vie de ces gens à l'époque, leurs vêtements aussi, c'était très juste, personne n'était whitewashé, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, pour un film italien sur la Bible, connaissant les Italiens et leur rapport à la religion qui est quand même parfois assez problématique. Donc ça m'a accroché. Sur Denis Lavant, par contre, il apparaît littéralement 3 scènes, je crois, et dans 2 des 3 scènes, il parle pas. Il est juste là à sourire un peu comme un bonnet. Et bon, pour resituer, il joue un sage grec, au milieu d'autres sages grecs, qui viennent regarder les enfants du village pour voir s'il y en aurait un qui serait exceptionnel sur ordre du roi Hérode. Je crois que c'est Hérode, ou c'est Enoch, je sais plus. Je crois que c'est Hérode, sur l'ordre du roi Hérode. Le roi Enoch, c'est un rappeur. Oui, alors c'est pas lui du coup. Du coup, c'est pas lui, je pense. C'est pas lui qui a son médaillon qui touche à son pénis, effectivement. Ça a dérivé. Beaucoup. Du coup, le roi Hérode. Donc la Bible. Denis Lavant. Et donc, Denis Lavant, ouais, c'est particulier de le voir là. On s'attend vraiment pas à le voir là, même si je regardais le film en sachant qu'il allait apparaître. Et je me demandais vraiment qui il allait jouer dans ce film un peu étrange, poétique, italien sur la Bible, bon. J'aurais cru qu'il jouerait le fou possédé du village qui est complètement ostracisé. Justement, j'étais très content, je m'attendais aussi, j'étais très content quand le personnage apparaît de voir que ce n'était pas Denis Lavant qui joue le fou de la forêt. Exactement, ouais, c'est assez rafraîchissant qu'on lui fasse pas jouer ça, et à la place on lui fait jouer un sage grec qui est doublé avec une voix qui lui va pas du tout d'ailleurs, hein, c'est... Ah oui, parce que parlons-en, le doublage, c'est vraiment un truc qui m'a un peu dérangé aussi, c'est que je le trouve trop bien mixé, et je trouve que les voix vont pas forcément au personnage. Et du coup, c'était un peu étrange de voir des voix vraiment très clairement enregistrées dans un film qui se passe dans la poussière, dans le désert. Cinéma italien. Oui, mais je sais bien, je sais que c'est la culture, mais
Mais voilà, ça me chiffonne un peu, mais après on passe vite au-delà. Quoi d'autre Oui, alors il y a la nativité dans le film que j'ai trouvé qui était très bien représentée, très belle scène, où Marie elle est seule dans une auberge, enfin elle est pas seule, elle est entourée d'hommes, et tous les hommes sont émus et très respectueux. J'ai trouvé que c'était très beau d'avoir ça. Et oui, bon, je vais pas passer un mauvais moment devant ce film, globalement, mais c'est un film que j'aurais jamais pensé regarder dans ma vie. Donc je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, toi. Mais j'en pense pas forcément grand-chose, je me permets juste de préciser quelques informations que j'ai pas données tout à l'heure. Donc le réalisateur Guido Chiesa n'est pas, au-delà de son nom, vraiment prédestiné à tourner ce film-là, puisque quand on regarde le reste de sa carrière, c'est de la comédie populaire, de type quiproquo, amant dans le placard, avec des affiches bleues, avec des personnages qui se cachent derrière une porte, des titres à rallonge, en gros c'est le « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » italien. Donc c'est un peu surprenant de voir ça au milieu de sa carrière. Je précise aussi que le film n'est pas sorti en France, malgré donc la petite présence de Denis Lavant. Je sais pas s'il a eu un grand succès en Italie. Et donc du coup, oui, par rapport à l'apparition de Denis Lavant, donc il apparaît, tu l'as dit, entouré de plusieurs sages, et en fait, en tout cas tous les acteurs qui parlent dans ce groupe de sages sont des, je sais pas si on peut dire des caméos, en tout cas des invités étrangers, puisque donc à côté de Denis Lavant, on a Robinson Stevenin, donc le fils de Jean-François Stevenin, qui est aussi un acteur, et on a l'acteur polonais Jerzy Stur, qui a une immense carrière en Pologne, mais pas que, une grande carrière internationale aussi. Je ne comprends absolument pas le sens de ce trio. Vraiment, je vois pas, à part se faire peut-être un kiff, je vois pas si effectivement... il me semble que Jerzy Stur est assez lié à la religion catholique, c'est pas le cas de la famille Stevenin ni de Denis Lavant. Donc voilà, moi je comprends pas à part le kiff, mais pourquoi pas, c'est rigolo. C'est très étrange. Moi pour le film, j'ai vraiment pas du tout accroché. Je ne comprends pas ce qu'il a voulu me raconter en fait. Alors moi je connais moins la Bible, donc j'étais un peu plus perdu aussi sur les personnages, le récit, en fait, à un moment je comprenais plus vraiment qu'est-ce qui se passait, qui était qui faisait quoi, mais surtout je voyais pas où ça allait, c'est-à-dire qu'effectivement je vois l'ambition naturaliste, mais qui fait un peu cheap et qui ne me passionne pas du tout sur les enfants qui courent sur le sol en terre battue, ça me passionne pas, et en termes de réalisation, on est quand même, je trouve, très très loin de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, on est quand même sur quelque chose très très pauvre en termes de construction visuelle. Ah oui, c'est du sous-Pasolini. Effectivement, je comptais pas comparer les deux. Du sous-téléfilm, là. Du coup, ça m'a pas aidé à comprendre ce que ça voulait raconter, et ça insistait sur des choses dont je ne comprenais pas vraiment où ça allait, c'est-à-dire ça parle beaucoup, en fait, de pratiques éducatives, puisque... En gros, Marie est plus ou moins en conflit avec certains membres de sa famille sur les questions de l'éducation et de la religion, et elle a des positions, visiblement, qui sont à contre-courant de l'orthodoxie juive de l'époque, et je sais pas si c'est des choses qui sont dans la Bible, mais en tout cas, c'est pas des choses dont on parle souvent, et donc notamment, elle a une obsession contre la circoncision. Voilà, contre la circoncision. Et donc on nous sert une scène de circoncision en gros plan que je trouve d'un assez mauvais goût, et tout un discours en fait sur le fait que c'est une barbarie qu'il faut éliminer, machin, et donc elle s'oppose aux traditions religieuses de son temps, en refusant de faire circoncire son enfant. Et le film, vraiment, ce qui peut se défendre en fait, cette question voilà, c'est un personnage, et montrer comment Marie peut-être a influencé son fils à créer une nouvelle religion parce que elle avait des avis personnels sur les dogmes et les rites. Effectivement, ça pourrait être intéressant de se dire, du coup, jusqu'où va la croyance, si... voilà, il a aussi une éducation, on nous montre les positions de la mère du prophète, mais en même temps, la mise en scène étant tellement, les rares fois où elle n'est pas complètement pauvre, de ce côté-là, il y a quelque chose un peu qui m'a gêné, où je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut me raconter ? J'ai vraiment l'impression de voir presque un film anti-juif. Oui, alors justement... Et ça m'embête un petit peu. Tout à fait, ouais. Ça m'a pas... Enfin, je veux pas dénoncer le film, parce que vraiment, j'en ai pas ressenti grand-chose,
mais ça ne m'a pas aidé en tout cas à le comprendre. Et la dernière chose qui m'a pas aidé, j'ai noté aussi que le montage et la musique sont assez affreux également, donc voilà, techniquement le film est assez raté, mais aussi c'est la voix off, c'est-à-dire que cette voix off très narrative, très explicative, alors qu'il disparaît sur le milieu du film, mais de la vieille Marie qui nous dit voilà, j'étais une jeune fille, machin, dans tel village, c'est... Enfin, je trouve ça très lourd, quoi. Voilà. Je trouve ça très artificiel. Alors j'entends ce que tu dis, je suis d'accord pour la musique déjà, je la trouve vraiment nulle, mais vraiment nulle pour le coup, ça m'a complètement sorti du film. Et au-delà du fait que j'aime beaucoup l'esthétique du film, même si elle est un peu pauvre et fauchée, bon voilà, ça m'a pas trop dérangé. Et vu que je connais vite fait la Bible, au moins j'ai reconnu des gens, tu vois, contrairement à toi. Je me suis vraiment demandé si c'était antisémite comme film, hein, vraiment. Je veux pas accuser les gens comme ça en l'air, mais vraiment... entre les pratiques juives qui sont vraiment montrées comme étant barbares, en dehors de la circoncision, il y a le sacrifice au temple aussi. Le fait que Marie, ce soit la seule qui s'oppose parce qu'elle a de la compassion ou je sais pas quoi. Et le fait qu'on montre aussi beaucoup les hommes juifs comme très légalistes, et les femmes aussi, hein, d'ailleurs, ils sont montrés comme non, mais il faut respecter les écritures, faut pas s'écarter de ce qui est dit. Si tu es un peu en dehors de la norme, on va t'exiler comme le vieux fou dans la forêt, que Marie est la seule à aller le voir et tout. Et machiste aussi. Et machiste. Quelque chose de mais qui es-tu, toi, femme, pour venir... oui. Pour venir, voilà, mettre un peu le ramdam dans tout ça, et donc je me suis dit, mais est-ce que quelque part, c'est pas un film pour nous dire, regardez, ma religion catholique, oui. elle est si amoureuse des femmes qu'elle est tout centrée autour de cette femme, la mère de Jésus, machin, alors que... On sait que pas vraiment en vrai, hein. Donc vraiment ça c'est un truc qui m'a beaucoup chiffonné dans le film aussi, montrant que il est possible d'avoir un avis un peu diamétralement opposé, c'est-à-dire que à la fois il y a des trucs que j'aime beaucoup dedans et à la fois il y a plein de trucs qui me dérangent, et ça c'est vraiment sans doute l'un des aspects qui me dérange le plus, et aussi le fait que je comprends absolument pas ce que Denis Lavant est allé faire là-bas. Non, c'est sûr. Mais tout le trio, hein, c'est pareil. Oui, les trois, en vrai. Stevenor et Jersey Stewart, vraiment. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est très étrange. Ils ont pas l'air très à l'aise non plus. Bah oui, complètement. C'est bon. Donc voilà pour cet étrange film italien, mais ça nous fait un pays de plus, parce qu'on n'avait pas encore exploré l'Italie. Rapidement, en 2011, il récite un texte sur un disque... conte musical à partir de l'histoire du soldat de Stravinsky, voilà, qu'on n'a pas trouvé. Bon, je me suis lu un texte disant, une critique disant que c'est peut-être trop intense, trop énergique pour des enfants, parce que c'est censé être le cas, puisque c'est un livre-disque édité par Didier Jeunesse. Voilà, en 2011 toujours, on a un court-métrage que je n'ai malheureusement pas trouvé, qui s'appelle Via de Léonore Mercier. C'est du coup un court-métrage de sortie de l'école du Fresnoy, et donc c'est un cours de fiction qui conte l'histoire d'un acteur joué par Denis Lavant, coincé dans un monde où la fiction prend peu à peu l'ascendant sur le monde réel. Donc voilà, Comme souvent avec le Fresnoy, des explorations sur la forme documentaire, fictionnelle, les liens entre les deux. Nouveau court-métrage en 2011, cette fois qu'on a pu voir, même si dans des qualités discutables, c'est Atlantica, film donc russe, réalisé par Igor Voloshin. Poste de relais 1-7. Donnez votre position. Et état de navigation. Titanic. Répondez. Tu n'as pas préparé tes affaires ? Donc pour resituer un petit peu la production de ce film, il fait partie d'un projet qui s'appelle 5 IVE, voilà, prononcez-le comme vous voulez. 5 voilà. Donc avec 4 petits courts-métrages qui sont donnés à 4 cinéastes russes, jeunes et indépendants de l'époque, donc des années 2010. La seule consigne, c'est qu'ils doivent garder à chaque fois la même introduction à partir d'un Polaroid, et donc intégrer cet objet qui est un Polaroid dans une enveloppe, et après ils font le film qu'ils veulent. Ils vont chacun partir dans des pays différents, des ambiances différentes, enfin ça fait vraiment un truc très très libre. Donc les 5 films qui composent ce film collectif sont Sunrise par Piotr Buslov, Portrait par Alexander Veledinsky. Alors pour la petite anecdote, dans celui-ci, on entend du Kenny Arcana. Voilà.
débrouillez-vous avec ça. À défaut de Denis Lavant, il y a du Kenny Arcana. Atlantica d'Igor Voloshin, donc c'est dans celui-ci qu'on a Denis Lavant. Mystery d'Andrei Zvagintsev, le cinéaste des 5 le plus connu, qui est actuellement en sélection officielle à Cannes au moment où on parle, donc ça se trouve, quand vous écoutez ce podcast, il a une palme d'or, on ne sait pas. En tout cas, voilà, depuis ce court-métrage, il a eu pas mal de prix. Et Blood Drop de Alexei Pogrebski. Voilà, je m'en suis sorti. Bravo. Et donc, du coup, pour celui qui nous intéresse, donc Atlantica d'Igor Voloshin. Donc, je précise qu'Igor Voloshin, est un cinéaste qui n'a pas forcément percé ensuite. Et je n'ai pas vraiment de détails du pourquoi, mais aujourd'hui, il réalise des films pour enfants. Et il vient de sortir, il y a peu, une adaptation de Buratino, donc le Pinocchio russe. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Pour Atlantica, c'est un court-métrage qui se passe en 1912. On suit Jack, un opérateur radio, qui reçoit un signal de détresse du Titanic, et qui veut absolument essayer de répondre à ce message, essayer de sauver le Titanic, sauf que, on va se rendre compte qu'il y a un petit peu un problème temporel entre le message envoyé et le moment où il le reçoit. Voilà. C'était... Alors, en dehors de... On l'a vu dans une qualité d'image sur YouTube affreuse. Horrible qualité d'image, mais en plissant les yeux, on arrivait à deviner un peu ce qui se passait. C'était... on entend la voix de Denis Lavant... Qui est très désespéré, une belle voix qui essaye de trouver des réponses, donc c'était assez poignant. Et ce que j'ai pas dit, c'est que Denis Lavant parle en français. Oui, tout à fait. Enfin, il n'est pas doublé, vraiment le film est en français, il est sous-titré en russe. Oui, c'est ça. Donc nous, on comprend, heureusement. Et j'ai trouvé que c'était de la science-fiction un peu rétro, surréaliste, très bien exécutée. Vraiment avec une histoire mystérieuse, une inquiétude, un retour du Denis Lavant un peu bestial et désespéré aussi, qui fait qu'on s'accroche bien, on accroche bien au film. Et le texte à la fin du film qui raconte l'histoire ayant inspiré ce court-métrage rend, je trouve, l'histoire encore plus glaçante. Donc vraiment très chouette. Et un truc ça relève d'un genre que j'aime bien appeler la science-fiction fantastique, un peu un mélange des deux, où la réalité fait une intrusion dans l'absurde ou l'inverse, c'est-à-dire que le monde absurde se voit envahi par notre réalité, quoi. Donc c'était assez sympathique. Et anecdote de fou qui m'a un peu fait exploser le cerveau, j'ai trouvé un film de 1929 qui s'appelle aussi Atlantica, qui parle du naufrage du Titanic. Du coup, ça m'a fait un peu me cogiter en mode sur la torsion de la réalité et le temps qui part dans tous les sens. Denis Lavant essaierait-il de contacter les personnages de ce film à travers le temps et à travers la pellicule? Donc ça, c'est vraiment un bonus de moi qui ai cherché un peu ça, mais du coup ça a fait en sorte que le film est resté en tête, donc c'est assez cool. Bah, moi je te rejoins, j'ai adoré le film, je trouve qu'il est super bien réalisé, il y a une ambiance qui se tient. Alors, malheureusement, effectivement, la qualité est pas bonne, mais voilà, l'ambiance se tient énormément. Denis Lavant est super dedans, avec quelque chose de, voilà, à la fois de très strict, c'est plus ou moins militaire, enfin un opérateur radio, donc quelque chose de très professionnel, et en même temps, on sent tout de suite ce petit décalage, qui est en même temps celui des lieux qui sont assez étranges. On est sur une île, ça m'a fait penser à l'ambiance de Lost, en fait, ce côté de la série. Mais ouais, et de ce qu'il y a de mieux dans Lost, et voilà, donc non, le film est sur YouTube, on vous invite à aller le voir, et pour avoir regardé vite fait ce que je pouvais voir des autres courts-métrages, alors bon, comme je l'ai dit, ils sont chacun dans des langues différentes que je ne parle pas, que ce soit le russe ou l'hindi, je crois que celui de Zvagintsev est en hindi, donc voilà, je peux pas dire que j'ai compris ce qui se passait. Pour autant, même si les qualités étaient toujours ignobles, visuellement, ça m'a paru beaucoup plus pauvre, donc voilà, je pense que celui-là est le plus intéressant du lot. C'est celui avec Denis Lavant, donc tant mieux. Oui, voilà. On est bien tombé. Toujours en 2011, toujours des projets surprenants. On revient en France cette fois, ou Denis Lavant en tout cas revient en France. Un film qui s'appelle HH Hitler à Hollywood de Frédéric Saucher. Quand on est la plus belle comédienne du monde, on le reste toute sa vie.
C'est bien de faire un film sur Micheline Prel. Si je dois ma survie maintenant au cinéma, c'est à cause des jeunes réalisateurs. Le cinéma, ça l'a amusé un peu, mais il est vite passé à autre chose. C'est d'un goût, ce titre. Donc, H.H. Hitler à Hollywood, qu'est-ce que c'est ? C'est un faux documentaire ou mockumentaire dans lequel on suit l'actrice Maria de Medeiros, donc dans son propre rôle, qui prépare un documentaire sur Micheline Prel. Micheline Prel, donc, dont ce sera le dernier rôle, qui est à ce moment-là bientôt centenaire, qui le deviendra quelques temps plus tard, et donc Micheline Prel qui lui dit moi j'ai un regret dans ma vie, je n'ai jamais pu voir en fait l'un des tout premiers films dans lesquels j'ai joué, qui est un film de Aramchek, j'ai oublié le prénom. De Louis Aramchek, et j'ai oublié le titre du film aussi. Je ne vous aime pas. Voilà, Je ne vous aime pas de Louis Aramchek, et donc il lui dit ma petite Maria, essayez de retrouver ce film, ça me ferait tant plaisir, et donc du coup on va avoir une exploration dans l'histoire du cinéma, dans les archives, pour essayer de retrouver ce film, et par la même occasion, le second film d'Aramchek, dont Maria de Medeiros découvre quelques images, qui s'appelle Hitler à Hollywood. Donc je vais me permettre de commencer sur ce film. C'est un film alors, qui est considéré par les quelques personnes qui l'ont vu comme assez raté. Moi je suis entièrement d'accord, mais en plus il m'a énervé. Il m'a beaucoup énervé ce film. Alors pour resituer rapidement, Frédéric Socher, c'est un universitaire en fait. C'est un professeur donc qui a écrit un paquet de bouquins sur les auteurs de films, sur les scénaristes, avec plusieurs chercheurs connus parisiens, on va pas sortir des noms, mais voilà, c'est quelqu'un qui donne des cours, qui écrit des livres, et qui de temps en temps sort des longs métrages, un peu comme ça, de son côté, avec tout son réseau d'amitié cinéphile parisien qu'il a. Et si on en croit sa page Wikipédia, il est connu pour avoir beaucoup mis en avant les figures féminines d'actrices, on y reviendra, et d'avoir aussi donné leur dernier rôle à plusieurs grandes actrices du cinéma français au moment où elles avaient arrêté leur carrière, et donc elles ont terminé leur carrière avec ce réalisateur, et c'est le cas de Micheline Prel ici. Moi au départ, je me suis dit trop bien, un documentaire sur l'histoire du cinéma, sur le cinéma français des années 30-40. Donc il y a plein de choses où comme ça, moi, mes yeux commencent à pétiller, à dire mais intéressant, tiens, on va parler d'un cinéaste juif qui doit quitter la France. Donc on est en plein sur mes propres sujets de recherche, pour ne pas trop raconter ma vie, mais en tout cas on est sur des choses qui m'intéressent. Et malheureusement, en fait c'est pas ça. C'est-à-dire que déjà dès le début, on a un montage de séquences de témoignages de gens qui disent tout le bien qu'ils pensent de Micheline Prel. Et évidemment, on a trigger warning, un enchaînement, Ariel Dombal, Dominique Besnéard. Et dès là, on se dit que ça pue quand même sévère. Oui. Ensuite, on a l'image qui nous dit que ça pue sévère, qui est donc un film en presque noir et blanc désaturé, mais avec quelques éléments qui sont maintenus en couleur. Donc en gros Sin City, sauf que c'est Sin City fait par un chef opérateur sous amphétamine avec 2 allumettes et une caméra de vacances piquée à ses parents. Donc c'est moche. C'est affreux, puis bon, ça gâche complètement le principe d'un faux documentaire. Et en fait, ça m'a énervé puisque ça ne raconte rien. Alors déjà du coup, évidemment tout est faux, et ça montre une image de l'histoire du cinéma qui est complètement aberrante, entre l'enquête à la Tintin et le grand n'importe quoi, avec les archives qui sont bien mal foutues, avec plein de... Voilà, en gros, c'est une enquête sur l'histoire du cinéma, mais vue d'un point de vue du petit entourage bourgeois intellectuel de Frédéric, et donc c'est pas intéressant. Au-delà de ça, c'est évidemment très mal filmé, c'est très mal écrit, le faux documentaire part dans tous les sens, c'est impossible de suivre cette intrigue faite de complots, de CIA, de
de faux journaux, il y a toute une théorie du complot absurde et incompréhensible, avec un moment Edouard Baird, qui est autre trigger warning, qui est en train de nous expliquer qu'en fait Raoul Coutard est un agent de la CIA, et que la Nouvelle Vague a été créée pour détruire le cinéma populaire français. Donc bon voilà, ça part vraiment dans tous les sens, et c'est très moche. Je peux rajouter aussi que la musique est affreuse, composée par un vieux Cosma, un vieux Vladimir Cosma, et ils ont osé sortir ça en CD. Voilà. Donc c'est vraiment un enfer. Et donc ça ne m'énerverait pas si, en fait, au-delà d'être complètement raté, et complètement absurde, ça ne donnait pas une très mauvaise image de notre métier d'historien du cinéma populaire français, avec un discours passéiste complètement affreux, disant que avant on savait éclairer les films, puis maintenant on peut plus éclairer, machin, tout est moche. En tout cas ton film il est moche, mais il y a encore des choses jolies. Et finalement, ce grand film sur les actrices dévie complètement, puisqu'on ne parlera jamais de Micheline Prel. Et donc la seule chose qu'on apprendra de Micheline, et moi j'étais très heureux de la voir, parce que c'est une actrice fantastique que j'adore de tout mon cœur, la seule chose qu'on apprendra c'est qu'elle est bonne, et je dis ça vraiment, je me permets de le dire parce que c'est la vulgarité du film en fait, c'est-à-dire que vraiment tout ce qu'on entendra sur elle c'est que, t'as peut-être plus de 90 ans mais quand même, baisable une fois, baisable tout le temps quoi, vraiment, c'est pas les mots du film mais on n'est pas loin, hein. Alors que c'est une immense actrice, et tout ce qu'on apprendra de Maria de Medeiros, c'est qu'elle a joué dans Pulp Fiction. Voilà, donc pour ce grand film, sur les actrices, je pourrais encore me plaindre d'un milliard de choses qui ne vont pas, parce que vraiment rien ne va, mais je terminerai simplement en disant que ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait il n'y a pas Denis Lavant dans ce film. Oui. Et ça c'est cool, parce que je redoutais le moment dans tout ce marasme de gens qui viennent copiner et faire leur petite séquence nulle où tout le monde joue affreusement. Et voilà, je vais pas citer tout le monde, mais il y a vraiment un paquet de gens qui apparaissent dans ce film, de plus ou moins bon goût évidemment. Je citais les pires, mais on peut rajouter Frédéric Tadei, Patrick Chenet, Tony Marshall, enfin voilà, plein de gens. Et donc dans ce marasme, en fait il n'y a pas Denis Lavant. Denis Lavant apparaît dans une séquence où il y a plein de gens importants du cinéma, dans une séquence du coup très documentaire, et on sait pas vraiment si c'est vraiment un tournage du film, ou si c'est servi d'une occasion pour créer un petit truc. C'est pas très clair. Et en fait Denis Lavant il apparaît en second plan, derrière des personnages, et il dit bonsoir, il serre une main, il disparaît. Alors la caméra lui met quand même un petit synthé pour écrire Denis Lavant comédien, pour dire, le synthé c'est les petits textes qui apparaissent dans les documentaires pour dire qu'il parle. Donc pour dire, il est là, mais après, il y aura un plan large, il est plus là, il n'a pas de réplique, il n'a rien, il n'est pas dans le film, et ça me fait très plaisir, voilà, qu'il ne soit pas en train de discuter de la CIA avec Edouard Baird. Pourquoi il apparaît en second plan, je ne sais pas, je m'en fiche, et j'en suis très content. Il y a aussi Jacques Weber, voilà, j'ai pas cité, dans les gens qui apparaissent, voilà. Et tiens, tant que je suis dans cette scène affreuse, Tadei se compare à John Wayne, pour je ne sais quelle raison, et il nous sort que, comme le disait Aristote, tout est politique. Waouh. Voilà. Bon, Aristote n'ayant pas dit ça... Non. Mais non, c'est pas grave. On n'est pas à un mensonge près. Ah bah là. Est-ce que je t'ai laissé des billes ? Je me suis dit, vas-y, parce qu'on peut en parler 1000 ans de ce film. Alors oui, si nos auditeurs voulaient du conflit, ils n'en auront pas, parce qu'on est totalement alignés sur ce film. J'allais dire, oui, je renchéris sur Denis Lavant. C'est littéralement le dernier truc que j'ai noté dans mes notes, c'est que c'est rassurant. C'est probablement pas un choix conscient de Denis Lavant d'apparaître dans ce film, en fait. Je pense qu'il était sur place. Il s'est fait piéger. Et soit il s'est fait piéger, soit il a accepté par gentillesse, je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas dans ce film, hein, clairement. Edouard Baird est dans ce film. Tony Marshall est dans ce film. Mais Denis Lavant, non. Donc ça va. Pour moi, il y a deux solutions, c'est-à-dire soit il a refusé de jouer ce qu'on lui a demandé, soit il a joué une scène et il a tellement donné de la mauvaise volonté, puisque, bon, a priori, Denis Lavant sait jouer, donc c'est pas qu'il aurait mal joué, c'est qu'il a donné quelque chose de pas bien, et du coup ça n'a pas été gardé, en fait. Ouais, complètement. Donc c'est plutôt rassurant pour le coup, même si c'est quand même dans sa filmo, donc on était obligé de le voir. Mais en fait, oui, moi je te rejoins absolument sur tous les points. Hein. Vraiment, n'étant pas spécialiste des années 30,
Ça m'a peut-être moins énervé, mais ça m'a quand même énervé. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était juste un film sur le cinéma assez peu inspiré, avec des guest stars qui racontent des trucs. Je me suis dit, bon, voilà, super, je vais donc regarder ça. Mais non, en fait, pas du tout. Déjà, je me suis demandé pourquoi Micheline Prel... Enfin, à quel point on peut être un mauvais réalisateur au point de faire jouer mal Micheline Prel, franchement. Parce Bonne que question. c'est absolument artificiel, tout ce qu'elle... On n'y croit pas une seconde, en fait. Mais c'est le texte, hein. Mais le texte est horrible, Le texte en fait, est c'est affreux. ça. Le texte est affreux, c'est quand même un comble pour un faux documentaire. C'est un comble pour un faux documentaire de faire des traitements un peu stylisés de merde à l'image. C'est vraiment, en fait, il y a vraiment un clash entre la forme et ce que le film veut raconter, et ce qu'il veut être, parce qu'il veut être une espèce de comédie d'enquête aussi, avec la musique du Grand Blond de manière random à un moment, C'est à une plusieurs sonnerie de moments. téléphone. C'est une sonnerie de téléphone, mais ça n'a aucun sens, vraiment. C'est... Bah, c'est là pour te dire, je connais Cosma, c'est lui qui fait la musique de Mais mon oui, film. mais complètement. C'est juste pour ça. Hein, Et en fait, ça m'a beaucoup surpris que tu m'apprennes que Frédéric Saucher est un universitaire, parce que je ne l'aurais jamais cru en Alors, il est regardant. pas historien, hein. Il est pas historien. Ah, Alors. c'est genre un auteur sur le cinéma un peu médiatique, c'est ça Bah, il est quand même prof à Paris, Oui. mais ok. il n'est pas historien, il travaille sur les auteurs de la nouvelle vague. D'accord. Et voilà, et sur les réalisateurs scénaristes, et la notion d'auteur. Ah bah très bien, bon, je comprends mieux. Parce que c'est absolument pas réaliste que ce soit une actrice un peu, voilà, qui a un peu une carrière à l'étranger, qui fasse un film documentaire sur des vieilles actrices et qui aille fouiller dans les archives et tout, quoi. Normalement, les acteurs et tout ça, ils font les voix off des documentaires, mais c'est tout. Et du coup, je trouve qu'il y a... Où ils les produisent. Où ils les produisent, oui, tu vois, mais... Il y a un problème d'invisibilisation, je pense, parce qu'on voit des vrais archivistes dans le film, mais on voit pas d'historiens, et surtout, les archivistes en question, c'est des gens assez médiatiques aussi. On voit un historien. On Et voit ça un m'a historien. brisé le cœur. On voit qui ? On voit Marc Ferraud. On voit Marc Ferraud. Oh On voit putain, Marc j'avais Ferraud oublié. au début. Donc Marc Ferraud, l'un des premiers historiens du cinéma... si on peut dire que Marc Ferraud est un historien du cinéma, bon, on va pas rentrer dans les débats, mais voilà, un nom important de l'histoire du cinéma, et voilà, qui apparaît rapidement au début, et j'étais très triste pour lui, Oui. surtout qu'on est à la fin de sa vie, hein, il est vraiment... Mm. je sais plus quand il est mort, mais je pense très peu de temps après. Mm. Oui, bon, c'est... Enfin, toujours est-il que ça reste quelqu'un de connu, Marc Ferraud, donc... Et vraiment, ce côté de mettre en avant les stars, les grands noms, tout ça... Mais je trouve ça... En fait, c'est rageant, quoi, parce que... Il y a plein de gens qui font un travail formidable et qu'on met jamais en lumière, voire qu'on méprise dans ce milieu un peu intellectuel bourgeois du cinéma. Et du coup, ça me rend un peu triste. Mais ce qui me rend encore plus triste, au point de me mettre en colère, c'est le problème de falsifier l'histoire, en fait. Et peut-être qu'on peut dire oui, mais bon, c'est un documentaire, c'est le principe, voilà. Mais là, on a tellement la fiction et la réalité avec tous les gens connus qui apparaissent dans ce film qui s'entremêlent, c'est tellement lié, enfin vous voyez pas, mais j'ai les mains jointes très fort, que en fait on ne peut plus faire la différence entre la réalité et la fiction. Et honnêtement, ça me pose problème quand on essaie de parler d'histoire, surtout une histoire... complexe comme c'est l'histoire des studios, l'histoire de la production, l'histoire du nazisme aussi, hein, parce qu'il y a ça, l'histoire... On va parler de ce titre, mais... Oui, bah voilà. Et franchement, quand on manie une histoire comme ça, qui est beaucoup instrumentalisée et qui est assez peu connue, hein, finalement, parce que pas grand monde s'intéresse aux studios, aux producteurs, alors que c'est hyper intéressant, mais vraiment inventer une espèce de complot qui viserait à détruire le cinéma populaire et que la CIA elle était derrière tout ça depuis le début, je ne sais pas ce que ça veut me raconter, mais ça me fait très peur en fait. C'est faux. Et c'est faux, oui, en fait, c'est totalement faux. Et je dirais pas jusqu'à croire que les gens qui ont regardé ce film pourraient se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, ça s'est vraiment passé », parce que c'est évident que ça s'est pas passé, mais quand même, sur le principe moral, ça me pose problème de manipuler l'histoire comme ça en se servant de ces grandes figures comme Micheline Prel au milieu de gens qui n'existent pas, comme Louis Aramczyk. Enfin, le problème, en fait, c'est pas que des gens vont croire ça, parce que vraiment, c'est complètement incroyable, c'est qu'il n'y a pas de base de vérité, en fait. C'est que ça n'amène à rien
En fait, finalement, il n'a aucune envie de parler des histoires du cinéma, Bah il n'a oui. aucune envie de parler de ça. C'est Il ça. a juste envie de se faire mousser avec ses acteurs, Mais oui, juste oui, envie oui. de faire un truc, de se persuader qu'il est un grand auteur, alors que finalement son film tombe dans les lignes narratives les plus bateaux qui soient, avec, alors qu'on est dans un faux documentaire, une scène de cul et une romance entre Maria de Medeiros et son caméraman, et, ce qui est très mal écrite et sort du pire film hollywoodien Oui. mal foutu, quoi. Donc c'est d'un mauvais goût, parce qu'il n'a pas du tout envie de parler de ça, et du coup il n'a pas envie de parler de Micheline Prel non plus, il a juste envie de montrer qu'il l'a. Ouais, mais voilà. du coup, nous, on se fait piéger en se disant, on va voir des trucs sur l'histoire du cinéma, sur Micheline Prel, sur les films censurés, oh, c'est sympa. Mais en fait, pas du tout. Le film, il est malhonnête sur ce qu'il veut raconter, en fait. Complètement. Et tous ces voyages aux archives qu'ils font dans le film, et d'aller voir des vieilles personnes qui ont travaillé sur des films et tout, c'est pénible, en fait, parce qu'au bout d'un moment, on sent que ça l'intéresse pas, et ce qui l'intéresse, c'est juste de montrer que, dans son film, il y a Edouard Baird, il y a Micheline Prel, et d'ailleurs, c'est la scène où on voit tous les guests, c'est une des scènes centrales, mais en soi, elle est pas du tout utile à l'histoire. Donc pourquoi tu l'as laissée ? Parce que tu veux montrer que tu connais plein de gens, et ça, c'est problématique, quoi. Donc, Ouais, complètement. Donc voilà, pour ce film très particulier, il y a quand même un point de réalité par rapport au travail d'un historien du cinéma, j'ai trouvé dans le film, c'est le fait que les ayants droit sont parfois têtus, voilà, et ne communiquent pas les informations et les documents qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, c'est un peu réaliste. Un point du film, sauf que ce qui est moins réaliste, c'est que derrière, Micheline Prel et sa fille Toni Marshall refusent d'acheter des trucs, parce que c'est quand même intolérable, on va pas payer des archives, alors qu'elles sont pétées de thunes, quoi. Enfin, oui. Voilà. Mais bon, ça, pourquoi pas. Elles ont bien le droit d'être radines. Oui, et je voulais simplement rajouter, je ne sais pas si tu as reconnu l'acteur qui joue Louis Aramczak. Non. On l'a déjà vu dans notre intégrale. Ah bon ? Et oui, c'est Hans Meyer, et Hans Meyer, c'est Hans dans Mauvais Sang. Ah ! Voilà. Ok, marrant. Ouh, c'est rigolo de le revoir là. Je l'ai pas du tout reconnu, mais ok. Donc, on continue cette fois avec un vrai film. Enfin, on est toujours en 2011, et ce film, c'est My Little Princess d'Eva Ionesco. Tu crois qu'elle viendra, maman ? Avec ta mère, je sais jamais. Maman ? Je t'ai toujours dit que je reviendrai. Tu viens ? Entre. Ça te plairait de pousser pour moi ? Oui. On touche pas à ça. C'est précieux. Tu dis rien à mamie, hein ? Tu me promets, hein ? Donc My Little Princess, c'est le premier film réalisé par Eva Ionesco. Il me semble qu'elle en a réalisé un deuxième, mais bien plus tard. C'est un film, déjà, rien que son existence est liée à un contexte particulier qu'il va falloir préciser. Eva Ionesco, pour le raconter rapidement et sans rentrer dans des détails sordides, fait partie de ces jeunes filles dont l'enfance a été sacrifiée, à l'instar de Maïwenn et de sa sœur. Eva Ionesco, c'est la fille d'Irina Ionesco, une photographe et artiste d'origine roumaine, qui donc était connue à un moment, dans les années, il me semble, 70, comme un grand nom de la photographie érotique. Voilà, qui est un nom très important. Le problème, c'est que les photos les plus connues d'Irina Ionesco mettaient en scène sa fille, qui était mineure et bien mineure, parce qu'il me semble qu'elle a commencé quand elle avait genre 12 ans. Ouais. Donc voilà. Et donc, en fait, voilà, était très sulfureuse à l'époque, était dénoncée par certains pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire de la pédopornographie, ce qui a amené à des procès, au fait que Irina Ionesco perde la garde de sa fille, donc Eva donc soit placée, et malheureusement le système de placement d'enfants en France aujourd'hui comme hier a des limites, et donc Eva Ionesco, malgré qu'elle ait été séparée de sa mère, a eu la suite de son enfance compliquée. Elle a passé du temps dans les boîtes de nuit des années 80 françaises
donc genre le palace, le bain-douche, ce genre de choses. Toujours mineur. Hein. Toujours très mineur, avec d'autres filles mineures, je sais plus si les années correspondent, mais Mai Wen a à peu près la même enfance, et entouré de gens qui ne voyaient absolument pas le problème de danser, faire la fête, prendre de la drogue ou prendre des photos d'une mineure qui avait eu plein de problèmes. Donc voilà, parmi ces gens, Pierre et Gilles, Paquita Paquin, je sais plus... Loboutin, voilà, toutes ces Edwige, personnes-là. je sais plus comment elle s'appelle, une photographe assez pas... connue, Edwige... je sais plus. Mais voilà, tout cet univers, en fait, punk français, parisien, des soirées. On trouve pas Gainsbourg sur la page Wikipédia d'Eva Ionesco, mais... Non, c'est vrai. Ils se sont techniquement forcément croisés, alors Après, oui. Voilà. Mais non, voilà, ça situe à peu près l'enfance rapidement compliquée de cette personne, qui ensuite donc est actrice, qui a joué aussi avec pas mal de réalisateurs, pas forcément les meilleurs. Elle a joué aussi dans des films érotiques en étant mineure, qui ont été interdits par la suite. Hein. Tout à fait. Et donc dans des films non érotiques, mais de bon goût, chez Benoît Jacot, par exemple, il me semble. Voilà. Et donc bien plus tard, donc en 2011, elle est cette fois bien majeure. Elle a à ce moment-là plus de 40 ans, il me semble. Et elle lance un procès, en fait, contre sa mère, parce que sa mère a toujours les photos, et elle peut toujours en faire un usage commercial et professionnel en tant qu'artiste, et sa mère défend son droit d'auteur. Et donc Eva Ionesco va démarrer un procès contre sa mère pour, du coup, faire interdire ces photos et les faire saisir par la justice comme étant, du coup, de l'art pédopornographique, enfin pas de l'art, du coup, mais des œuvres pédopornographiques, et donc le film sort au moment où le procès débute. C'est pour ça qu'il fallait revenir sur... Et donc le film est autobiographique, oui. Et parle de l'enfance d'Eva Ionesco avec sa mère. Donc du coup, le film est plus ou moins presque un objet à charge pour un procès. Il y a peu d'exemples comme ça dans l'histoire, de films qui ont en partie été créés dans un but juridique. Il y a le procès de Nuremberg, pour rester dans le thème du film d'avant, et il y a celui-ci, et j'en vois pas beaucoup d'autres. Ouais. Voilà. Donc du coup, pour résumer le contexte, et donc le film, c'est l'histoire d'une jeune fille que sa mère prend en photo dans des photos érotiques, et photos qui vont avoir un succès, et donc ça va mener une relation particulière et conflictuelle entre la mère abusive et la fille abusée. La fille étant jouée par Anna Maria Bartolomei, dont c'est le premier rôle. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans, et du coup elle est, comme son nom l'indique un petit peu, d'origine roumaine, donc ça tombe bien. Et la mère est jouée par Isabelle Huppert, qui, elle, pour le coup, n'a pas le bon âge. Non. Assez surprenamment pour Isabelle Huppert. Ouais. Elle a 58 ans, alors que son personnage en a 45. Ouais. Isabelle Huppert ne joue jamais une femme de son âge. Jamais. Voilà, du coup, pour ce gros résumé, mais il fallait quand même revenir sur le contexte. Ouais, le contexte est important. Après, avec un contexte pareil, on serait tenté de se dire que le film est casse-gueule. Oui. Par son sujet, par son objet, par voilà, le fait qu'il se retrouve au milieu d'une affaire juridique. Au final, moi je trouve que le film est super. Alors qu'effectivement, il avait tous les pièges devant lui pour se casser la gueule. Premier film d'une réalisatrice sur un sujet aussi brûlant et personnel. Il est dur, hein. Le film est affreusement dur. Et en même temps, il est tellement juste. Et donc la réalisatrice a dit que le film n'était qu'une infime partie de la réalité, ou en tout cas une version très très réduite de l'horreur de la réalité. Et heureusement, en fait, et évidemment on s'en doute bien, et je sais pas, c'est une qualité du film, mais en tout cas, le film n'a pas besoin d'être plus graphique, d'être plus réel, en tout cas d'être plus proche de la réalité pour qu'on comprenne l'horreur de ce qu'il raconte. Justement, il évite ce piège qu'on aurait pu attendre de je vais vous montrer tout ce qui était horrible, et je vais vous faire vraiment un truc intenable et affreux, parce qu'effectivement la réalité est intenable et affreuse, mais la réalité, elle sera évoquée dans un tribunal, et ce sera ça le sujet, et encore, ce sera pas vraiment le sujet, parce que l'affaire au tribunal ne porte que sur l'exploitation des œuvres, artistiques ou non, de la mère d'Eva Ionesco, et pas sur les actes en eux-mêmes.
voilà, il ne sera pas condamné pour de l'abus. Je tiens à dire que la mise en scène, je la trouve assez incroyable. La photographie est magnifique. La chef opératrice, c'est Jeanne Lapoirie, collaboratrice régulière de André Téchiné. Voilà. L'ironie est pas super, mais bon, c'est la chef op des Roseaux Sauvages. Et voilà, quand même une très bonne chef-op, et aussi de François Ozon. Voilà. Bon. Non, et du coup, la mise en scène arrive de manière très simple, mais très efficace, à exprimer toute la violence de la situation. Et ce que je trouve très fort, c'est que ce n'est pas, en fait, un film à regard d'enfant. C'est-à-dire que ça aurait pu être ça, on peut se dire, bah voilà, on va se mettre sur le regard de l'enfant, sauf que bah, ça aurait soit donné quelque chose de vraiment intenable, soit de quelque chose qui aurait aplani la relation d'abus et de pouvoir, puisqu'un enfant, par principe, n'est pas responsable et ne comprend pas que bah voilà, un adulte n'a pas à faire ça, que une relation entre une mère et sa fille n'a pas à être comme ça. Donc ça aurait forcément invisibilisé des choses, et en fait non, le regard, c'est vraiment un regard de cinéaste qui, par sa mise en scène, son montage, des champs contre champs, la place des lumières de la photographie, vient nous mettre dans la tête la violence de ces actes imposés, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est finalement le regard de l'enfant devenu grande, qui est un regard, du coup, le regard de la réalisatrice. Et donc, ça en fait une réalisatrice. Donc, pour ça, je trouve le film très intéressant. Après, il n'y a pas mille choses à en dire. Il est très bien joué par les deux actrices. Par Denis Lavant aussi, que je trouve très pertinent. C'est en tout cas le meilleur rôle dans lequel il joue un pédophile, parce qu'il en fait pas trop, parce qu'il joue quelque chose finalement de juste légèrement dérangeant, mais d'un personnage qui est dans un milieu où personne n'a l'air de voir vraiment le problème. Et non, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, juste dernier petit détail, j'aime beaucoup la musique de Bertrand Burgala, j'aime beaucoup le rôle d'Anne Benoît en assistante sociale qu'on avait déjà vu dans Les Petits Mœurs d'Agatha Christie, donc on revoit ici, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et je vais simplement terminer en disant que paradoxalement, je sais pas si c'est une réussite du film. Alors moi, personnellement, je trouve que au-delà d'être criminel, le travail d'Irina Ionesco est affreux. J'ai toujours trouvé que c'était très moche. Et que du coup, si c'était connu, c'était uniquement parce que voilà, et parce que c'est criminel en fait. Ça permettait de montrer des choses criminelles de manière à l'époque légale. Mais c'est moche, vraiment. J'ai lu des trucs qu'on a pu écrire sur elle, la papesse de l'érotisme baroque, l'étrangeté, machin. Non, c'est très très laid, c'est très plat. Alors que, et ça contribue à rendre les choses encore plus violentes, puisque le film est filmé d'un regard qui nous montre aussi donc cette enfant, elle est construite dans ce moule-là, et donc on lui apprend que c'est bien, et donc elle veut des jolies tenues, elle a l'impression de faire des jolies choses, elle est élevée dans cet univers-là, et donc elle est contente quelque part de ça. Les photos dans le film, je les trouve beaucoup plus belles. Et donc je ne sais pas à quoi faire de cette information, mais quelque part je trouve que, c'est-à-dire qu'Eva Ionesco dit à sa mère, regarde, je suis une meilleure réalisatrice que tu es une photographe. C'est mon premier film, en fait c'est moi l'artiste. Quoi que tu aies pu faire de moi pendant toute mon enfance, au final je suis devenu une artiste que toi tu n'as jamais réussi à être, parce que tu ne fais pas de l'art, tu fais des œuvres criminelles, et c'est pour ça qu'il y a un procès. Et donc voilà, je trouve ça très fort, et en même temps ça rajoute du dérangeant, mais que, en fait, le personnage d'Isabelle Huppert, parce que les noms sont pas les mêmes, donc c'est pas directement Irina Ionesco, est une meilleure artiste que Irina Ionesco dans la vraie vie. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup parlé, je te laisse enchaîner. Oui, merci. Je te rejoins sur tout ce que t'as dit, vraiment. Peut-être que je vais redire des trucs d'une manière différente, mais je suis absolument d'accord avec absolument tout. Je trouve que c'est un film incroyablement pertinent, et un film incroyable aussi, en tant que film, et pas seulement en tant qu'objet de procès ou objet d'extériorisation pour Eva Ionesco. C'est qu'il est maîtrisé, mais du début jusqu'à la fin. C'est incroyable, vraiment. Pour un premier film. Pour un premier film, vraiment. Et en même temps, on retrouve
Un truc qui est à la fois très très beau, très triste et assez horrible, c'est que dans l'esthétique de sa mise en scène assez sombre, en clair-obscur, avec... On retrouve un peu peut-être cet héritage baroque, punk, que elle a vécu, quoi, au final. Et c'est beau et poignant de voir qu'elle transforme ça pour effectivement devenir une artiste accomplie et meilleure que sa mère, quoi, et qui pourrait largement rivaliser avec tous ces pédophiles qu'elle a côtoyés. Enfin voilà, ce film, c'est une revanche, en fait, j'ai l'impression, et c'est une très très belle revanche. Je trouve Isabelle Huppert trop bien dans ce rôle, malgré son âge, enfin, c'est pas grave, tu vois. C'était une boutade. Oui, bien sûr. Huppert, oui. Elle peut toujours jouer des rôles incroyables. Mais voilà, c'est vraiment, elle est incroyable, elle est élégante, froide, odieuse, glaçante. Vraiment, elle est parfaite, quoi. Elle m'a bluffée. Et la petite Anna Maria Vartolomei, elle m'a retournée. Enfin, surtout quand tu sais que c'est vraiment une fille... Elle a vraiment 12 ans à cette époque-là. C'est pas une fille un peu plus âgée et tout, donc du coup j'espère, mais je pense qu'il y avait beaucoup de précautions sur le tournage. Il y a l'air quand même. Il y a l'air, effectivement. C'est juste, il y a une scène qui m'a... Et je pense que là, il y a beaucoup eu de cadrage et tout ça, mais il y a une scène qui m'a absolument donné la nausée, c'est la scène où... Donc une scène où la mère est commissionnée pour photographier un jeune lord anglais joué par Jethro Cave. C'est pas un jeune lord. Alors un petit point de correction s'impose ici au montage. Je vais évoquer ici un chanteur des Sex Pistols, dont le nom m'échappe alors. Clémence va penser que je parle de Johnny Rotten, qui a été effectivement chanteur du groupe. Or je voulais évoquer Sid Vicious, bassiste du groupe pendant peu de temps, et décédé prématurément, contrairement à Johnny Rotten qui lui est encore en vie. Sauf que dans le film, le personnage s'appelle bien Updike, et il n'est précisé nulle part qu'il s'agit d'un musicien célèbre. Pour autant, le personnage d'Updike ressemble beaucoup à Sid Vicious, et est lui-même musicien. De plus, dans la scène précédant son apparition, la mère précise qu'elles vont à Londres et qu'elles rencontreront les Sex Pistols. Ce flou fait que plusieurs critiques avant nous ont fait la même erreur en nommant le personnage Sid Vicious au lieu d'Updike. Si on en croit le livre écrit par l'ex-mari d'Eva Ionesco, cette dernière a bien rencontré Sid Vicious. Nous laissons donc chacun juge de voir ou non dans ce personnage une version cinématographique du bassiste britannique. Je vous laisse maintenant avec votre podcast et avec le quiproquo qui va suivre. Ah si, dans le film, ils ont dit c'est un lord anglais. Non, c'est le chanteur des Sex Pistols. Ah bon ? Oui. Non, si. Mais ils avaient dit lord. Je crois que c'est une espèce de titre. Non, c'est le... Alors, j'avais plus son nom, parce qu'en plus... il est mort 6 mois après, quoi, mais c'est le jeune chanteur des Sex Pistols. Johnny Rotten, du coup. C'est lui. C'est ça ? Voilà. Il joue Johnny Rotten. Mais c'est encore pire, du coup. Oui. Et du coup, il est joué par le fils de Nick Cave, donc, qui est mort peu de temps après aussi. Oui, ce qui d'ailleurs, est tragique. J'avais pas réfléchi, mais oui. Donc les deux sont morts très jeunes, effectivement. Donc voilà, et c'est du coup un moment où elles vont toutes les deux là-bas et la mère doit le photographier lui, et lui, il se rapproche de la petite fille et il lui fait des caresses, il l'embrasse, il la séduit, et ça m'a donné envie de vomir. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Et du coup, j'espère que tout était ok et bien fait, parce qu'ils s'embrassent vraiment, quoi, donc c'est... Donc, ça y est, ça me... La scène et toute la séquence est super dure, quoi. La séquence est... Et du coup, la séquence, c'est un peu le point de bascule aussi dans l'histoire, où la fille commence vraiment à... Pas à comprendre qu'il se passe quelque chose de mal, mais à se rebeller un peu, quoi. Au contraire, en fait, à se réapproprier, oui. Mais pas d'une bonne manière non plus. Bah non, c'est ça, ouais. Mais en fait, elle va dire... elle va appliquer elle-même la violence... Après se prostituer elle-même finalement. Ouais, mais quelque chose qui est très juste dans le film justement, c'est qu'elle commence en étant une petite fille normale, elle a des notes incartables, elle va à l'école, et à partir du moment où sa mère arrive, on a vraiment, en fait c'est une représentation de l'emprise qui est extrêmement juste, je trouve, avec une adulte qui est toujours absente, au début sa mère, on comprend qu'elle arrive, qu'elle vient de temps en temps voir elle et sa grand-mère, mais voilà, enfin elle s'en occupe pas, et quand elle revient, elle est gentille, elle est charismatique, elle offre des cadeaux, et elle isole la petite fille de ses amis et de sa grand-mère en disant mais les autres ils comprennent pas, viens avec moi, moi je peux faire des trucs bien avec toi, et c'est vraiment le processus qui est représenté, mais c'est de manière hyper juste
et qui est très loin des clichés qu'on peut parfois voir dans la fiction avec une personne qui serait moche et ventripotente et un peu, tu vois, parce que là c'est... Et elle dit... C'est Isabelle Huppert, quoi, mais oui, charismatique. C'est ça, et c'est pour ça que le casting est incroyable aussi. Et elle dit aussi, donc tu dis rien à mamie, c'est un secret entre nous, elle comprendrait pas, qui je pense est une phrase que énormément d'enfants abusés ont entendue, peut-être même la totalité d'entre eux, tu vois. Plus l'humiliation publique de sa fille, plus donc du coup l'éloigner de sa famille, de son école, c'est vraiment... ce serait presque clinique comme représentation du processus d'emprise et d'isolement, mais c'est très juste en fait, parce que c'est très, entre guillemets, naturel, tu vois. Alors un truc qui m'a frappé dans le film aussi, c'est l'appui de cet abus et de cette emprise par le costume, c'est-à-dire que les détails pour sexualiser la petite fille sont très étudiés, et ça peut paraître très bizarre hors contexte, mais là, donc j'ai dit, elle a des nattes, un cartable, une robe assez, de petite fille, très, je veux pas dire chaste parce que c'est normal, tu vois, des vêtements de petite fille. Et au fur et à mesure, elle se met à porter du vernis, à avoir des cheveux qui sont, on lui fait une permanente, donc elle a des gros cheveux, elle a du maquillage très voyant et des tenues qui accentuent d'autant plus le décalage avec les autres enfants, c'est-à-dire des bustiers, des trucs à bretelles, des mini-shorts, des mini-robes, et du coup elle est vraiment isolée au milieu des autres, et c'est vraiment une image assez frappante, je trouve, qui montre en fait l'isolement, quoi, et le fait que ce n'est pas normal d'évoluer comme ça au milieu des autres enfants, en étant habillé comme ça par sa mère, et en étant persuadé qu'on n'a pas besoin de l'école, du collège ou des autres, parce que nous, on fait des soirées dans la haute société. Voilà, donc si vous aviez besoin d'une preuve que le monde de l'art parisien c'est extrêmement glauque, et ben tout le monde est horrible dans ce film-là. Il y a même un personnage qui dit à un moment, en regardant les photos, ah oui, très érotique la petite. Comme si c'était normal. Ouais. Ah, c'est horrible, quoi. Et du coup, on comprend tout ce qui n'est pas dans le film, en fait. Ah mais oui, c'est ça qui est bien aussi, ouais, effectivement. Qui c'est pas vraiment du hors-champ, en fait. C'est du hors-film. Oui. Il n'y a pas besoin, il y a une mise en scène pour nous raconter quelque chose, ouais. Et après, voilà, le propos, on comprend, et donc on comprend ce qui est hors film et ce qui est la réalité. Oui, bah c'est pour ça que c'était très juste quand tu disais que le film, le sujet est très très dur, mais le film, on peut le regarder, quoi. Il est pas glauque ou affreux, il est pas voyeuriste, ni rien, en fait, sur le fait de... Enfin, il représente pas de l'abus physique ou sexuel, ce qui, je pense, est peut-être une tare de beaucoup de films qui veulent montrer plutôt que de dire, là où parfois dire ou suggérer est plus pertinent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on adore Sorry Baby de Eva Victor, allez le voir. Enfin, regardez-le, il était en salle l'année dernière. Bref. Et dernière chose... sur laquelle j'ai mis le doigt, c'est que c'est filmé, en tout cas le début, c'est filmé comme... Enfin, tout le film, en fait, c'est filmé comme une histoire d'amour, peut-être un peu toxique et tout ça, mais comme l'une des deux est une enfant, donc elle a pas conscience de ce qui se passe, ça donne une atmosphère à la fois feutrée et glamour, mais qui devient très lourde et menaçante, notamment dans les séances photos où la mère gémit littéralement en prenant sa fille en photo, et où la fille dissocie, parce qu'elle n'a rien à faire là. Et donc c'était incroyable film, vraiment à voir. Ouais. Et on n'a pas parlé de Denis Lavant du coup, mais... parce qu'il a, pour le coup là, il a un vrai rôle, contrairement aux autres longs métrages. Là, il a un vrai second rôle, mais bon, ça reste un second rôle. Il joue en fait l'amant artiste de la mère, qui l'encourage à prendre des photos, à peindre, à faire de l'art, voilà. Mais bon, ça reste... Enfin, moi je trouve qu'il est super, vraiment, ça fait du bien de le revoir avec un vrai second rôle où il a quand même quelque chose à construire. Il n'a pas besoin d'une énorme présence à l'écran, mais voilà, il construit vraiment quelque chose qui a du sens. Ouais, tout à fait. Donc vous l'aurez compris, on vous conseille de voir ce film, malgré le fait qu'il a des critiques pas forcément très positives, si on regarde sur internet, très, très clivants. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment bien reçu le film, mais voilà, nous on vous le conseille vraiment. Et donc on quitte les films de cinéma pour parler très rapidement d'un clip. Ça faisait un moment, je crois qu'on n'a pas eu de clip. Oui. Donc c'est le clip de la chanson 30 People Away de l'artiste Thomas Wells. Je crois que le clip sort après l'album, si je me souviens bien, mais donc qui accompagne le 4e album de Thomas Wells, du même nom que la chanson, 30 People Away. Donc c'est un clip dans lequel on voit deux personnages, donc une jeune fille jouée par Roxane Durand,
et un homme dans une barque, joué par Denis Lavant. C'est tourné au parc de Sevran. L'histoire du clip, donc déjà le clip est réalisé par Fabrizio Polpettini. L'histoire est inspirée du personnage de Pan dans le livre Jitterbug Perfume de Tom Robbins, qui est un truc pas très connu en France, mais assez connu dans les pays anglo-saxons, et qui est une œuvre très importante dans l'univers de Thomas Wells. Et donc ce qui est un peu rigolo, du coup, c'est que Roxane Durand et Denis Lavant jouent dans un film, dont on parlera plus tard, parce qu'il a mis plus de temps forcément de post-production, vu que c'est pas un clip, qui s'appelle Michael Colas. Et donc du coup, ce clip de Thomas Wells sort en juillet 2011, et le tournage de Michael Colas commence en juillet 2011. Oh waouh. Avec du coup les mêmes actrices, et Roxane Durand, qui jouera d'ailleurs aussi dans un film de Stan Newman, voilà, mais sans Denis Lavant, mais c'est rigolo. Oui. Et donc voilà, je sais pas comment ça s'est fait, mais je pense qu'il s'est joué quelque chose quand même. C'est sûr. C'est pas une coïncidence que ce clip réalisé par un Italien pour un artiste, il me semble, australien, soit tourné au parc de Sevran, avec 2 acteurs qui sont en train de jouer dans un autre film. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait, en tout cas, moi j'aime énormément ce clip. Je le trouve magnifique en termes de réalisation, de lumière. Je trouve que Denis Lavant est ultra pertinent, alors que on pourrait se dire, bon, on commence à bien faire de voir juste Denis Lavant être Denis Lavant dans un endroit un peu étrange. Non, ça passe. Avant, ça passe toujours. Avant, c'était un pont, enfin, c'était un tunnel, maintenant, c'est le parc de Sevran. Je trouve que c'est super beau. Ouais, moi aussi. Franchement, je connaissais pas l'histoire du clip avant que tu la racontes, là. Et moi, j'avais noté que c'était... Déjà, la musique, elle est sympa. Et en plus, ouais, l'endroit est très beau, ça donne envie d'aller se balader en forêt. Il y a un peu une ambiance de rêve, et en même temps de conte celtique modernisé, avec... la fille qui court dans la forêt. En plus, elle est rousse, je crois, donc ça... Enfin, je sais pas, le contraste est joli. Et en même temps, t'as Denis Lavant dans sa barque, à moitié nu, comme encore très bestial. Et oui, bon, d'accord, on retrouve Denis Lavant en version un peu corps, un peu ondulante, comme dans Rabbit in Your Headlights, dont on avait parlé, mais ça marche trop bien, en vrai, ça marche toujours, donc pourquoi changer, en vrai? Donc c'est... Non, super. Donc le clip, il est trop cool, en vrai. Donc voilà, on vous invite à regarder ce clip très sympathique. Et toujours en 2011, c'est une grosse année pour Denis Lavant. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque année. Mais... Non, là vraiment, il y a eu des années moins pires quand même. Là, 2011, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Un autre court-métrage qu'on n'a pas trouvé malheureusement, alors qu'il a l'air super, c'est Les Amours perdus de Samanou Achesh Salstrom. Voilà, pour l'histoire, c'est Maria, jouée par Emmanuel Béard, qui sauve Vincent, joué par Denis Lavant, un écrivain déchu d'une tentative de suicide. Fascinée par le destin de cet homme, Maria commence à lire ses textes et voit peu à peu changer sa vie, son identité et son destin. Le film dure 28 minutes, et comme à chaque fois, si vous avez moyen de nous faire voir ce film, on est preneur. En tout cas, je pense qu'on va préférer cette Maria-là à Maria de Medeiros dans HH. Voilà, c'est probable. Et donc, on passe enfin à l'année 2012. Bonne année. Autre grosse année, avec un téléfilm, et c'est Le Petit Pousset de Marina Devanne. Donc, Le Petit Pousset de Marina Devanne, c'est l'histoire d'une réalisatrice qui voulait adapter le conte du Petit Pousset en film, qui fait un casting pour trouver 7 enfants pour donc jouer les 7 petits garçons du conte. Malheureusement, seuls 5 se présentent au casting, elle les prend tous, et elle doit faire son film avec. C'est pour ça qu'il y en a que 5 ? Non, je ne pense pas, c'est juste moi qui invente. Donc, passez la très mauvaise plaisanterie qui vous fera comprendre mon avis sur le film. C'est l'histoire du Petit Pousset. Oui, voilà, bah oui, c'est ça. Je vois pas vraiment comment résumer autrement. À quelques modifications près, oui. Voilà, c'est l'histoire du Petit Pousset, avec du coup, pour le casting, donc Denis Lavant en ogre, on y reviendra. L'un des frères est joué par Lilian Dujois. Donc Lilian Dujois, c'est Elliot dans Fais pas ci, fais pas ça. Ah ouais? Tu l'as pas reconnu? Ah non. Voilà, si, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. J'étais très content de le voir, Elliot Boulet. Le père des enfants est joué par Adrien Devanne. Adrien Devanne, donc déjà qui est le frère de Marina Devanne, mais qui accessoirement, on l'a déjà vu lui aussi dans notre intégrale, puisqu'il jouait dans Le Monde à l'envers de Rolando Cola. Oh là là, ça date ça. Ça date. Et donc du coup, le Petit Pousset qui est joué par le jeune Ilian Calabert, qui n'a pas joué dans autre chose,
et la mère jouée par Rachel Arditi, qui est la sœur de Pierre Arditi, même si ils ont l'air d'avoir 40 ans d'écart d'âge, Oui, mais bon, complètement. je ne suis pas renseigné sur la vie de la famille Arditi. Voilà pour le casting. Est-ce que tu veux nous parler du Petit Poucet ? Oui, je vais vous en parler rapidement. Alors, pour moi, ce film s'inscrit un peu dans une tendance des années 2010 à faire des adaptations de contes ou de légendes populaires en mode sombre, edgy, dark, voilà. C'était vraiment la mode à l'époque. Et Je précise d'ailleurs, c'était une commande d'Arte sur ce thème, Ah, bon. qui a demandé à plusieurs réalisateurs, je sais pas si d'autres films se sont faits, d'adapter des contes traditionnels en téléfilm. Ok, d'accord. Donc ça appuie d'autant plus ce que je dis sur cette mode-là. Je pense plutôt à des films américains. On a Blanche-Neige et le Chasseur, qui sort à la même époque, je crois, en 2012 aussi, avec Kristen Stewart, donc qui est vraiment Blanche-Neige en mode dark et violent, hein, en gros, avec une reine tyrannique et tout. Et je crois qu'on a aussi un film des frères Grimm qui sort... pas un film des frères Grimm, mais un film sur les frères Grimm, vraiment pareil, en mode très sombre, très glauque et tout. Je crois que c'est même Terry Gilliam qui fait ça. Et même Twilight, tant qu'à faire, même si c'est peut-être un peu plus lisse, mais ça reste des vampires très sombres, très violents, mais dans un univers tout gris, tu vois. C'est vraiment, pour moi je note ça, c'est peut-être pas une tendance à proprement parler, mais en tout cas il y a une sortie concentrée dans ces années-là de films adaptés de contes. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ces films, malgré le fait que les personnages marchent dans la boue, s'habillent avec des sacs de patates, les hommes ont toujours une barbe parfaitement taillée. Donc ça me fait beaucoup rire, c'est vraiment le glamour des années 2010. Sinon, Le Petit Poucet, c'est pas très intéressant comme film, très honnêtement. C'est le Petit Poucet en mode sombre et violent, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le problème, c'est que Marina DeVane essaie de raconter un truc avec ce film, et c'est tellement mal foutu que ça vaut pas vraiment le coup, finalement, parce qu'il y a une espèce de propos tout au long du film sur la cruauté humaine, la violence envers les animaux, qui a pas vraiment sa place dans ce genre de film, parce que d'une part, la famille du Petit Poucet, ils sont extrêmement pauvres, ça me semble compliqué de se soucier de la violence envers les lapins ou les chiens quand on meurt de faim. Donc un peu compliqué. Voilà, en fait, au-delà de ça, il y a pas grand-chose. On suit vraiment ce truc sur les humains, ils sont pas gentils avec les animaux, les humains sont violents et cruels, sauf qu'à un moment, ils rencontrent littéralement donc l'ogre, Denis Lavant, qui est quand même une créature bien connue du folklore, et qui est, pareil, dark et violente, mais c'est pas un humain, c'est un ogre, et c'est dit que c'est un ogre. Donc, du coup, je comprends pas où il va, le propos de Marina DeVane derrière, du coup. Surtout quand on voit la fin où le Petit Poucet récupère le trésor, mais au lieu que ce soit comme dans le conte où il le partage avec sa famille et ils sont tous heureux, il garde tout pour lui et il oblige ses parents et ses frères à ramper sur le sol en leur jetant des morceaux de viande de temps en temps, et eux ils doivent supplier pour avoir à manger. Et du coup j'ai vraiment soufflé du nez en me disant mais c'est ça ta conclusion, qu'est-ce que tu veux dire en fait, que lui, il était vertueux depuis le début parce qu'il est gentil avec les animaux, mais là, il se transforme en tyran violent, et il reproduit le schéma de l'ogre. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Et oh là là, les autres, ils rampent sur le sol comme des animaux, donc au final, les animaux, ils sont moins que rien parce qu'ils rampent sur le sol. Enfin, j'ai vraiment pas compris où ça voulait aller. Il est sur son trône avec les animaux. Et il est sur son trône avec les animaux, en plus, donc pour moi, c'est vraiment... un truc un peu ridicule de vouloir raconter quelque chose sur la nature humaine profonde alors qu'il n'y a absolument rien à dire et que ce n'est pas le bon récit pour faire ça, pas du tout, vraiment. Au moins Blanche-Neige, c'était une espèce de film épique où ils se battent tous ensemble contre la méchante reine, mais voilà, ça allait pas plus loin. Donc c'était pas mieux. C'était pas mieux, mais... au moins, je regardais moins ma montre. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, et les frères Grimm, pareil, ça reste une adaptation toute bête des contes des frères Grimm, juste en revenant à un truc un peu sulfureux, quoi. Et là, vraiment, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. J'étais déçue que l'ogre ressemble à un humain aussi. Il est pas très grand, il est pas monstrueux, c'est juste un mec qui ressemble à Denis Lavant.
L'ogre. Alors après, il me semble que chez Perrault, l'ogre, c'est pas encore l'imaginaire qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'est de l'ogre. possible. Il me semble que Ouais. c'est un humain de taille normale. Oui, c'est possible, ouais. Et il est représenté en grand bourgeois qui mène un gros train de vie, donc bon, la métaphore, elle est assez juste là-dessus. Oui, parce qu'il y a aussi un truc sur le fait que les bourgeois, ils sont méchants, enfin... Bref. Par contre, Denis Lavant, il a beaucoup de prestance, il joue très bien le noble, rustre et diabolique, vraiment, il cabotine à mort, donc c'était quand même assez divertissant, et Dieu merci, parce que ce film ne l'est pas. Et puis du coup, il essaye de faire peur, et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il essaye de se rendre terrifiant et bestial, et en même temps en ayant un phrasé un peu noble et froid, donc c'est pas mal. C'est une performance ok, surprenamment, dans un film qui ne vaut vraiment pas la peine de donner tout ce qu'on a en tant qu'acteur, donc... C'est très Denis Lavant, hein, de se donner à fond quel que soit le film. Mais oui, c'est ça, justement, et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Il y a une scène qui m'a un peu fait rire, c'est le moment où l'ogre rêve, lui... Pardon, je te laisse... En fait, donc du coup, vous connaissez le conte, je pense, mais les enfants se retrouvent prisonniers chez l'ogre, et l'ogre décide, convaincu par sa femme, de les manger le lendemain pour qu'ils aient eu le temps de se nourrir et de se reposer. Et pendant la nuit, l'ogre rêve de manger des enfants. Et du coup, il se rêve donc habillé avec un costume... c'est moderne, hein, on n'est plus dans le conte médiéval, 19e. on est plutôt fin 19e, donc il y a des lampes, il est en costume 3 pièces, et il y a un serveur qui lui apporte des plats très jolis, très bien mis en scène, sauf que c'est des enfants, et du coup ça donne un truc un peu en mode Hannibal, mais fauché et un peu cheap, avec des noms de plats très discutables, notamment un négrillon aux champignons, une chinoise laquée et un albinos sauce blanche. Donc moi, ça m'a vraiment fait tiquer pour le coup. Ces trucs un peu racistes, quoi. Bon, voilà. Par contre, tête de jumelle à la béchamel, ça m'a un peu fait rire. Donc voilà. Mais bon, regardez quand même pas le film, hein, ça vaut pas le coup. Sinon, il y a des effets spéciaux assez moches dans ce film, surtout vers la fin. Bah, je vais pas rajouter grand chose à tout ce que t'as dit, je trouve le film, enfin pareil, je comprends pas ce qu'il veut dire, je comprends pas à qui il veut parler, je comprends pas son propos, je trouve le film très bizarrement rythmé, c'est-à-dire qu'il y a une longue première partie naturaliste sur la famille pauvre qui arrive pas à avoir à manger, et je ne comprends pas pourquoi faire un conte de manière naturaliste, ça me paraît être une impasse. Et ensuite, du coup, le reste du conte qui s'accélère avec, tu l'as dit, des effets spéciaux très moches, l'estomac de l'ogre qui grandit avec les bottes de 7 lieues, enfin, voilà, c'est compliqué. Et oui, non, je ne comprends pas toute cette histoire de pousset vegan face aux méchants parents qui mangent des chiots, enfin, il y a un truc très glauque, très horrible, et voilà, il y a un propos sur... les animaux, il faut être gentil avec eux, Pousset, il aime les animaux, c'est le petit garçon gentil, et en fait, le film qui nous conçoit un miroir entre les parents et l'ogre, je sais pas pourquoi, ou en fait, mais de manière très appuyée, c'est pas très malin d'ailleurs, puisqu'ils vont avoir les mêmes dialogues pour bien nous faire comprendre que, en fait, les parents font la même chose que l'ogre en s'en débarrassant, et l'ogre en les mangeant, enfin... Voilà, donc je ne sais absolument pas ce que ça veut raconter, ce n'est pas aidé par le fait que le film n'est pas très bien réalisé, que la musique est assez affreuse. Donc voilà, ça donne ce projet assez étrange, je sais même pas s'il est destiné aux enfants ou aux parents, c'est-à-dire que je me dis que les enfants passeront à côté de tous les messages du film, c'est-à-dire la pédophilie, parce que ça parle de ça, hein, l'ogre, un peu dans le conte et clairement dans le film, l'ogre est un pédophile. Il y a plusieurs séquences qui jouent d'ailleurs sur ce trouble avec les filles de l'ogre qui ont une relation complètement incestueuse avec leur père, que la mère essaye de limiter comme elle peut. Donc il y a un truc qui est très gênant. Les enfants comprendront pas ça, ni le véganisme, ni cette fin glauque. Puis les adultes n'ont pas passé un bon moment. Ni le début de scène de sexe entre les parents du petit Pousset que j'ai pas compris, et du coup maintenant que je sais que c'est le frère de la réalisatrice, c'est trop bizarre. Donc Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont débarrassés des enfants, la première chose qu'ils font c'est le sexe. Mais c'est le père en plus, parce que la mère elle s'inquiète et tout, donc c'est d'autant plus horrible, genre le... Ah non, c'est assez horrible, donc je ne garde que cette ouverture très naturaliste avec des fourmis qui est assez jolie, mais qui part vite sur autre chose malheureusement. Et Denis Lavant, comme toi, je le trouve merveilleux, cabotine à fond, il joue un ogre super, plein
de malice, de facétie, un vrai ogre qui fait peur et en même temps qui vient du monde du conte. Enfin, vraiment, il se fait plaisir, il me fait plaisir, je suis content de le voir. Voilà, mais sinon, comme toi, le film, ça a été un très mauvais moment à passer. Je crois que j'ai un peu zappé sur la fin. C'était pas très bien. Donc, le film est diffusé sur Arte en janvier 2012. Donc on continue avec cette année 2012 aussi très remplie. On a un autre court-métrage malheureusement pas trouvé, qui s'appelle Wester, co-réalisé par Virginie Nallet et Philippe Prouf. Film de 11 minutes, dans lequel Denis Lavant est un roi sans royaume, qui se retrouve échoué sur une île et confronté à l'absurdité de sa propre existence. Ça a l'air très sympathique, encore une fois. C'est en attendant Godot, quoi. Oui. Et donc, toujours en 2012, un film d'un réalisateur qu'on avait déjà croisé et qu'on retrouve avec plaisir, c'est Stan Newman, et le film c'est L'œil de l'astronome, mais cette fois, c'est un film de fiction. Je pratique un art singulier. Il ne peut s'exercer que dans l'obscurité. Mais son seul objet est la lumière. Le soir du 31 août, nous avons pu, pour la première fois, observer la Lune au télescope. Même Copernic, même Galilée reconnaissent que les orbites des planètes ne peuvent être que des cercles parfaits. La perfection du monde n'est pas dans le cercle, mais dans l'ellipse. Et la Terre, elle chante. Donc L'œil de l'astronome de Stan Newman, donc Stan Newman qui avait réalisé La langue ne ment pas, donc documentaire avec la voix de Denis Lavant, et qui a réalisé plusieurs documentaires, là cette fois s'attaque à la fiction, et à un film qui sort en salle, même si très peu. C'est une toute petite sortie, mais c'est quand même une sortie salle, on n'est pas sur un téléfilm, ce qui est le cas de beaucoup de films de Newman. Et donc, qu'est-ce que c'est L'œil de l'astronome ? Ça se passe à Prague en 1610, dans les derniers mois du règne de l'empereur Rodolphe II, c'est comme ça que s'ouvre le film, et on va suivre le personnage de Johannes Kepler, qui est donc interprété par Denis Lavant, et qui est l'astronome, et en même temps magicien, de la cour de Rodolphe II, et qui donc va observer les étoiles et le ciel pour essayer de répondre à plusieurs questions scientifiques, malgré le fait que la période, l'espace autour de lui est assez troublé, on est sur la fin d'un règne d'un empereur contesté, et donc on lui demande plus de prendre des positions politiques que des positions scientifiques. Voilà. Donc, je me permets, j'ai plutôt bien aimé le film de Newman, je trouve qu'il a de vraies qualités, alors j'ai de mise en scène, de composition, peut-être plus que de mise en scène, de composition des plans, de la lumière, ce qu'on retrouvait déjà dans La langue ne ment pas, on sent vraiment une attention très méticuleuse à construire des images et à faire dialoguer avec des références qui existent, et là c'est évidemment la peinture et la peinture scientifique de la période. Donc on sent vraiment des références de lumière, et en même temps c'est pertinent avec ce film qui parle de lumière. Et l'autre qualité, c'est que Newman, c'est un documentariste, et même si c'est une fiction, le film est très didactique, il veut vraiment nous montrer les étapes de la réflexion, et ça marche bien, ça pourrait ne pas être super, parce que ça pourrait casser un peu le côté fictionnel, et en fait non, ça marche bien, je pense que c'est un très bon film à montrer à des enfants aussi. On comprend vraiment le parcours de Kepler, alors il n'a pas poussé très loin ni dans les questions scientifiques, ni dans les questions personnelles de la biographie de Kepler, qui a plein de choses intéressantes, qui ne fait que survoler avec les questions d'héritage d'autres scientifiques, et qui se seraient plus ou moins appropriés des choses, pareil, on voit très peu Kepler écrire, alors que il a écrit des textes, mais non, je trouve le film très beau, très intéressant, très bien joué par Denis Lavant, je trouve qu'il est super en Kepler, il y a quelque chose de très professoral, il tombe pas dans le savant fou, juste légèrement décalé, mais décalé parce qu'en fait c'est un savant, c'est un scientifique dans un monde, le film ne rentre pas non plus dans le cliché là-dedans, on pourrait dire oui c'est le scientifique au milieu d'un monde inculte, la lumière au milieu des ténèbres, c'est pas le cas, il montre en fait que la période elle est plus complexe que ça, même si effectivement il y a des choses qui vont il va rencontrer des résistances, mais le film aurait pu être très bête et dire lui il dit la vérité, la Terre elle est ronde, elle tourne autour du soleil, machin, et puis l'église elle dit non c'est pas comme ça, parce que et ça aurait pu s'arrêter là, et non, le film vient nous montrer que c'est quand même un peu politique, c'est quand même
c'est plus que ça, et notamment avec le fait que la mère de Kepler va être accusée de sorcellerie. Et c'est peut-être là, pour moi, le défaut du film. En tout cas, moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a beaucoup de séquences face caméra, peu documentarisantes, témoignages, de personnages qu'on ne connaît pas, qui accusent, on comprend que c'est un espèce de témoignage de procès, qui accuse la mère de Kepler d'avoir fait des actes de sorcellerie, et ça revient quand même beaucoup, et ça revient jusqu'à la fin, alors qu'on a bien compris de quoi on parlait, que dans la diégèse du film, on nous a expliqué l'accusation de sorcellerie, donc on situe tout ça, puis on retrouve encore des séquences, ça devient un peu lourd. Voilà, donc c'est un peu mon petit défaut sur un film, sinon m'a pas chamboulé, mais je trouve sympathique. Et je voulais juste faire un petit point sur ce casting, que je le trouve très intéressant, avec des gens qui viennent de plein d'univers différents et de plusieurs pays, et pourtant ça marche plutôt bien. Donc déjà, bon, j'ai dit que Denis Lavant, je le trouve très bon, mais donc on a... alors déjà, oui, je trouve très bon, d'autant plus que là, il joue un personnage paternel, parce qu'il recueille un enfant, il est tendre, il est paternel, il éduque, il l'enseigne, et ça me fait du bien, le voir un peu plus posé. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on l'a pas vu jouer des parents, Denis Lavant. Alors qu'il commence à avoir l'âge. Et du coup, sur le casting, voilà, je veux dire, le gamin est joué par Max Bansett de Malglaive, dans lequel nom, mais qui est un jeune acteur, qui est peut-être majeur depuis, mais qui a beaucoup joué enfant, et qui a un visage très particulier, bon, dû au fait qu'il a eu une maladie très jeune, mais voilà, qui est marquante en second rôle d'enfant dans pas mal de films, et notamment dans Frères et Sœurs de Desplechin, où moi il m'a marqué. Et le vieil astronome ami de Denis Lavant, c'est Lou Castel. Lou Castel, comme son nom ne l'indique pas, c'est un acteur suédois, et comme sa nationalité ne l'indique pas, c'est un acteur du cinéma italien. Et c'est le jeune garçon des Poings dans les poches de Marco Bellocchio, 50 ans avant la sortie de ce film. Donc ça me faisait plaisir de le voir, voilà, tout vieux, jouer ce rôle-là. Puis c'est un acteur que j'aime bien. Et il y a, donc dans l'un, je crois, l'un des opposants de Denis Lavant, il y a Richard Sammel. Et voilà, encore une autre nationalité, parce qu'il me semble qu'il est allemand. Et Richard Sammel, c'est Mueller dans SS 117. Le méchant nazi, voilà, dans le premier. Je vous laisse avec ça. Voilà, mais j'aime bien ce casting composé de plein d'acteurs de second rôle, en fait, européens, que pas tous de la même nationalité, mais ça marche bien, puis ça fait bien l'effet court du Saint-Empire romain germanique, avec des savants venus d'un peu partout, qui parlent tous la même langue, donc voilà. Très bien. Eh bien, déjà, je voudrais commencer par remercier, moi, Benjamin Astro, qui a mis ce film en entier sur sa chaîne YouTube dans une qualité plutôt correcte. Donc merci Benjamin, grâce à toi, on peut voir ce film, posté il y a 12 ans, voilà, j'ai sous les yeux, donc c'est cool. Dans les commentaires de la vidéo, d'ailleurs, on apprend qu'il y a des gens qui sont très contents de le retrouver parce qu'ils l'ont vu au cinéma et qu'ils étaient 12 dans la salle, donc c'est super. Voilà, c'est vraiment chouette. Et sinon, t'as soulevé un point intéressant... Tu parlais de composition des plans, et je suis assez d'accord, dans le sens où moi, alors déjà, j'étais très séduite par le fait que la quasi-totalité du film se passe la nuit. On parle d'un travailleur de la nuit qui observe les étoiles, donc ça met vraiment dans une ambiance particulière d'avoir tout le film qui est vraiment plongé dans le noir. Bon, ce qui fait que du coup ce film vaut mieux le regarder soit le soir avec les lumières baissées, soit dans une salle de cinéma du coup, parce que sinon l'effet est un petit peu gâché, mais ça crée des jolis effets de style, et notamment un beau clair-obscur qui, donc à la manière un peu de Georges de la Tour, qui est un peintre français baroque, éclaire vraiment des détails dans les tableaux, en n'ayant pas peur donc de laisser la quasi-totalité de l'œuvre dans le noir. Et il éclaire surtout les visages d'ailleurs à la bougie, et là c'est un peu ce qui se passe, donc ça m'a beaucoup plu, parce que j'adore Georges de la Tour, c'est vraiment chouette. Je trouve que les dialogues de Denis Lavant lui rendent service, pour le coup, parce qu'on retrouve un Denis Lavant, comme tu l'as dit, très incarné, très paternel, mais en même temps on retrouve le Denis Lavant narrateur qu'on aimait bien dans La langue ne ment pas, quand il raconte, quand il consigne ses nuits, quand il fait ses rapports, quand il consigne ses découvertes. Et donc dans l'ensemble, tout ça rend un film très atmosphérique, très apaisant, avec vraiment un beau rôle pour Denis Lavant, quoi,
comme tu l'as dit, une relation très tendre avec un enfant, avec une femme aussi qui est une princesse, je crois, ou je sais plus, mais ouais, il a pas... Ouais, c'est plutôt cool comme relation, donc ça fait une bonne respiration quand même. Je trouve le gamin adorable, sinon. Il est vraiment une petite bouille vraiment très mignonne. Quelque part, le film, dans toute sa rigueur scientifique et historique, je l'ai trouvé en même temps très poétique, parce que au-delà d'un documentaire sur Kepler, ça essaie vraiment d'être un film avec une atmosphère et des plans très composés, très réfléchis. Même si, je suis d'accord avec toi, les moments où on voit les témoins qui parlent de la mère sorcière, ça gâche tout. En fait, il aurait fallu... En plus, c'est pas dur, il aurait fallu les enlever du montage, tout simplement, ça aurait beaucoup mieux marché. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon le film est sympa, et sinon je pense que Kepler aurait adoré la mission Artemis 2, lui qui souhaitait plus que tout aller sur la Lune, selon ce film, et je pense qu'il aurait bien aimé savoir qu'on a nommé un télescope spatial en son honneur, donc j'ai trouvé ces petits dialogues implicites entre le passé et notre présent et notre point de vue assez sympathique aussi, le fait de parler de voler, d'aller sur la Lune. Mais Kepler qui est considéré par certains comme un des précurseurs de la science-fiction. Oui, aussi, effectivement. Ouais, tout à fait, parce qu'il parlait de ça, d'aller faire des voyages et tout. Donc vraiment un film très sympathique, très apaisant. Donc merci Benjamin Astro de l'avoir mis sur ta chaîne. Ouais, un super film sur la pensée scientifique, la réflexion, l'explication. Donc voilà. Oui. Toujours un film que vous pouvez voir très facilement. Oui, c'est rare. Et qu'on vous conseille. Et on termine avec le gros morceau de cet épisode. Donc c'est toujours en 2012, Holy Motors de Léos Carax. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Pour la beauté du geste. La beauté. On dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde. Alors si personne ne regarde plus... Donc Holy Motors, le film est diffusé à Cannes, il est sélectionné en sélection officielle à Cannes en mai 2012, il sort en France en juillet 2012, en salle, et là c'est un peu particulier parce que pour nous, on a eu la chance, il y a quelques jours, au moment où on enregistre, de le présenter à l'Arvor, dans le cadre de ce podcast. Donc vous étiez une petite cinquantaine, vous étiez 53 personnes, on m'a donné les chiffres hier, à venir, et on vous en remercie. Merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir présenter ce film avec vous, de le revoir pour nous sur grand écran. Et donc là c'est particulier, parce que d'habitude on regarde les films seuls dans nos salons respectifs, sur ordinateur ou télévision. Là on a pu le voir sur le grand écran de l'Arvor, et on remercie encore le cinéma l'Arvor à Rennes de nous avoir invités. Donc Holy Motors, on retrouve notre Léos Carax, voilà, le cinéaste le plus présent dans cette intégrale. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film assez particulier, dans lequel Denis Lavant joue Monsieur Oscar, un personnage qui est dans une limousine conduite par donc c'est Edith Scobb, et son personnage c'est Céline, voilà, conduite par Céline, jouée par Edith Scobb. Céline. Et oui, ça j'avais pas... Je viens de réaliser. Une référence à la chanteuse. Oui, sûr. Voilà. Et donc du coup, en fait, à chaque fois qu'il descend de la voiture, c'est pour remplir des contrats. Et en fait, les contrats sont des rôles. C'est plus ou moins un acteur, à chaque fois, il va descendre et jouer un rôle différent dans la ville de Paris, donc presque dans un film différent. Donc c'est une espèce de métaphore sur le métier d'acteur, mais voilà, où il y a quelque chose de complètement surnaturel, puisque petit à petit, on va comprendre que s'il meurt pendant un contrat, il ne meurt pas vraiment. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez étrange dans cet univers. Donc film très poétique, vraiment d'errance, qui est un peu un renouveau pour Carax, même s'il est pertinent dans le reste de sa filmographie. Et donc il va permettre de plein de petits échos à la filmographie de Carax, à la filmographie de Denis Lavant, à l'histoire du cinéma, avec des références qui vont englober le film entre la chronophotographie d'Étienne Jules Marais, et donc le mouvement du corps, la décomposition du mouvement du corps, jusque la performance capture, et donc le numérique, la création du visuel presque futuriste, donc la déconstruction des corps
à l'écran par la caméra. Donc voilà, on est sur, encore une fois, la notion de corps et de mouvement, et donc passionnant avec Denis Lavant, l'acteur le plus corporel qui soit du cinéma français. Donc voilà, je sais même pas comment aborder ce film, c'est un monstre. Moi, c'est un film que j'ai vu plein de fois, j'étais très heureux de le revoir sur grand écran. C'est un film que j'aime, j'allais dire qui me passionne, mais en même temps, c'est même pas ça. C'est pas un film que j'ai envie de décortiquer. On en a parlé après la séance, de dire, en fait, pour moi, on peut effectivement, c'est Carax, on peut venir tirer chaque petit détail et dire « Ah, ça, c'est une référence à un de ses films, ça, c'est une référence à un autre film, ça, c'est une référence à sa vie. Il y a tel lien, il y a tel machin, tel acteur, tel truc. » On retrouve Piccoli, qui jouait déjà chez Carax dans Mauvais Sang. On peut venir tirer plein de ficelles comme ça explicatives, ça n'ajoute rien. C'est-à-dire au fait que, vous le savez, si vous nous écoutez dans ce podcast, je ne défends pas tout de Léos Carax, j'en suis revenu, je n'ai plus 16 ans, il y a des choses que voilà, je n'aime plus du tout aujourd'hui, mais je dois lui reconnaître que il est vraiment un poète, c'est-à-dire que la poésie, c'est exprimer beaucoup de choses avec très peu, finalement, même si on peut écrire des poèmes lyriques de 12 000 pages, mais généralement, c'est quand même très court, c'est quelques mots, et finalement, c'est pas complètement faux, on aime bien dire que Carax est très égocentrique et parle de lui-même, et c'est pas complètement faux, c'est aussi parce qu'il est cinéaste, que du coup, on va venir tirer plein de choses de sa biographie. Ce serait purement de la poésie, on n'irait pas s'embêter à se demander, pas grand monde qui cherche à savoir si ce que raconte Rimbaud dans un poème, c'est lié à sa propre expérience de vie. Finalement, l'idée, c'est comment chacun reçoit le poème. Et moi, je vis ça, quoi. Devant Olimotor, je ressens plein de choses, plein de microfilms, plein de petits trucs, que je trouve finalement très cohérents dans leur construction, dans comment chaque petit bout ne va jamais trop loin, va un tout petit peu trop loin pour être un peu, parfois provoque, mais jamais trop pour m'ennuyer, donc je me laisse prendre dans cette balade, dans la limousine. Donc voilà, je vais pas du tout décrire le film en fait, mais c'est vraiment, pour moi, c'est le plus grand film de Léos Carax, et ce serait presque le plus grand film de Denis Lavant s'il n'y avait pas Beau Travail, évidemment. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir regardé tous les films de Denis Lavant jusqu'à celui-ci, même si c'était pas tous bien, parce que voir Holly Motors en ayant tout le contexte, ou presque, quelques courts-métrages, mais en ayant vraiment toute l'œuvre de Denis Lavant, en fait on se dit mais oui, il était né pour ce rôle, c'est une évidence, ce film n'existe que pour lui, et voilà, et donc je me demande qu'est-ce qu'il y aura après, en fait, je le sais un peu, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir après ? Mais voilà, non, le film ne pouvait exister que grâce à Denis Lavant, et également que grâce à Caroline Champetier, la chef opératrice, qui fait un film absolument magnifique, et dont Carax a dit que le film est longtemps resté en suspens, en attendant que Caroline Champetier lui dise « Ok, j'ai une caméra qui permet de filmer dans une limousine. » Bon, la limousine n'existe pas, on est en studio, mais qui permet de filmer dans un tout petit espace, j'ai une toute petite caméra, elle va faire la lumière que tu veux, et c'est là qu'ils ont lancé le film. En fait, il attendait la caméra, il attendait sa chef-op, et c'est quand même assez beau. Et voilà, et j'aime aussi beaucoup la musique du film. C'est à moi ? Oui, Que dire Mais que dire sur ce film ? Que dire après ça, surtout... Oui, et que dire sur ce film aussi, mais... j'ai rien pu noter, déjà parce qu'on était en salle, mais parce que... Je sais pas quoi noter, j'ai rien noté après. J'ai tenté de noter des choses, mais ça n'a pas une grande importance maintenant. Je vais, puisqu'on est sur le terrain personnel, je vais raconter mon histoire personnelle avec ce film. C'est le premier film de Léos Carax que j'ai vu dans ma vie. Par ma faute. À cause de toi. Quand je l'avais vu, je l'avais pas compris, je l'avais pas aimé. C'était il y a quelques années, j'étais un peu plus jeune, du coup, logiquement. Et je n'avais pas accroché, et je pense que peut-être c'est un point sur lequel je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est que en apprenant de Léos Carax, en voyant ses autres films, j'arrive à le comprendre un peu mieux avec ce film-là. Et du coup, peut-être que sur la poésie, c'est pareil, en fait. Je pense que on peut lire un très beau poème et constater que c'est très beau. Comme un film, comme Holly Motors, on peut constater qu'il est très bien réalisé, ce qui avait été mon cas à l'époque, j'avais été vraiment impressionnée par les qualités visuelles du film.
Mais c'est profondément en sachant qui est un auteur, peut-être qu'on arrive à le comprendre vraiment, je pense. Et c'est là où je suis pas vraiment d'accord sur la mort de l'auteur de Barthes, hein, mais bon, on en parlera pas ici, ça dépend des fois. Et je pense que comprendre qui c'est Léos Carax, en ayant vu ses premiers films avec Denis Lavant, en ayant vu le reste de la carrière de Denis Lavant, c'était le bon moment en fait pour voir ce film-là, y arriver et se dire voilà, ça y est, effectivement, tous les chemins mènent pour ces deux hommes à ce film-là, quoi. Et c'est vraiment un accomplissement total, et du coup, avec ce nouveau regard, et avec quelques années en plus dans les pattes, bah là j'ai compris. Enfin, j'ai pas... Je sais pas si j'ai compris, mais en tout cas, j'ai plongé dedans la tête la première, et j'ai pris un immense plaisir à revoir ce film, et à l'apprécier énormément. Voilà. Donc je pense que quand même la connaissance et le contexte ont quand même de l'importance, en tout cas pour moi, dans mon appréciation du film, qui est toujours aussi beau visuellement, hein, bien sûr. Et voilà, quoi. Donc c'était un plaisir de le voir en salle, sur un grand écran. Je pense qu'il peut être vu que comme ça. Et peut-être pour en parler rapidement, je trouve que la scène du début où donc on voit Léos Carax littéralement ouvrir le film avec une clé fusionnée à son doigt, et il ouvre littéralement un mur pour rentrer dans une salle de cinéma, et ça y est, le film commence. Je pense. Cinéma qui est aussi un bateau. Qui est aussi un bateau, oui, parce que c'est... Ouais, donc quelque chose qui voyage. Je pense que c'est l'une des plus belles... l'un des plus beaux débuts de film que j'ai vu... Vraiment l'un des plus poétiques, l'auteur lui-même qui ouvre le film, et qui l'ouvre littéralement, c'est l'un des trucs les plus poétiques que j'ai jamais vu au cinéma, mais poétique au sens pur, quoi, au sens de raconter quelque chose d'irracontable, mais pas avec les mots, mais avec l'image, quoi. Donc ouais, donc c'est moi pour le coup l'histoire de Léos Carax, le contexte, les autres films, l'histoire de Denis Lavant, ça m'a vraiment fait mieux apprécier le film pour le coup. Donc, Du coup, on n'a pas du tout parlé de ce qu'il y a dans le film, à part cette introduction. Oui. Mais donc on retrouve le personnage de Monsieur Merde, pour la troisième fois dans notre intégrale. Et clairement, alors moi j'avais vu Holly Motors des années avant de voir pour ce podcast Tokyo et Hymne to Merde. Et vraiment... Là, du coup, de les revoir les trois de les voir à la suite pour le podcast, clairement, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit il y a quelques épisodes. Dans Tokyo, c'est très moche. Oui. C'est très mal réalisé. Ouais. Enfin, cette espèce de fausse caméra documentaire au milieu de la ville de Tokyo, je sais pas ce qu'il veut faire. Là, mais qu'est-ce que c'est au cordeau ? Vraiment, toute la séquence de Monsieur Merde, il n'y a pas un plan qui est pas parfaitement à sa place. Le montage est parfait. Je trouve la manière dont le mouvement se crée, dont la caméra suit à moitié le mouvement de Merde dans le Père-Lachaise, je trouve la séquence, elle est incroyable. Dans l'humour, ça marche beaucoup mieux aussi, quand il saute sur un aveugle, quand il mange des fleurs, tout ça, quand il vole les cigarettes, il les prend à l'envers. Enfin, vraiment, je trouve que là, ça marche. Et donc du coup, moi j'ai vu les choses à l'envers, j'avais d'abord vu Holly Motors, après j'ai vu des autres, je me suis dit mais c'est quoi ça ? C'est pas bien. Et là je les revois dans le bon sens et je me dis oui, en fait il a mis 3 films pour trouver quoi faire de ce personnage. Tu vois que le contexte est important. Mais... oui, mais en fait tu vois que celui-là, du coup tu vois juste un bon film, c'est bon. T'as pas besoin de voir 2 mauvais films pour comprendre pourquoi celui-là est bon. Ouais, mais du coup tu comprends pas pourquoi les gens écrivent « Oh, c'est Monsieur Merde, comment ils le connaissent ?» Oui, mais on s'en fiche. Bah moi je m'en fiche pas. Il y a une mythologie que je n'ai pas, comme dans plein d'éléments de ce film. Bah ouais, mais moi je m'en fiche pas, je suis contente de l'avoir cette mythologie, parce que c'est ça qui m'a empêché de l'apprécier la première fois, je pense, donc... Alors que moi ça m'a jamais empêché, mais tout c'est... Bah oui, c'est des rapports différents. Oui, c'est ça, en fait c'est un film selon votre sensibilité à l'expérimental ou l'art visuel ou même les trucs un peu égocentriques, selon comment vous appréciez ces choses-là, vous allez avoir un rapport très différent à ce film, en fait, donc... Moi, c'est l'inverse, c'est parce que j'ai vu Holly Motors très tôt, qu'après je me suis dit, tiens, je vais regarder des films de Carax, tiens, je vais regarder des films de Lavant, tiens, je vais regarder des films d'Eddie Cobb, tiens, je vais regarder Les yeux sans visage, tiens, je vais regarder ce que c'est que la chronophotographie. En fait, moi, ça a été la porte d'entrée sur d'autres choses.
Donc, ah oui, mais tout s'explique en fait. Il fonctionnait à l'envers. Moi. Oui, en fait, ce film, c'est ta porte d'entrée sur plein d'aspects du cinéma. Oui. Alors que pour moi, c'est plutôt un accomplissement ultime de deux carrières qui se rencontrent, quoi. Et ce qui est le cas aussi. Oui, mais c'est intéressant, du coup. Mais voilà. Et sinon, pour parler d'autres séquences que je trouve très fortes, évidemment, la séquence de Denis Lavant en père d'une fille, et donc quand Léo Scarax père, elle est folle, parce qu'on l'a dit avant, on a peu vu Denis Lavant paternel, on l'a peu vu tendre, on l'a peu vu comme ça, et on a peu vu Léo Scarax comme ça, parce que aussi, la dernière fois qu'il a fait un film, je pense qu'elle était quasiment pas née, sa fille, le temps qu'il a mis avant de retourner au cinéma, en tout cas en long métrage. Et donc elle est si tendre, elle est si simple dans son texte, mais elle est si forte, quoi. C'est juste un père qui ramène sa gamine d'une soirée en voiture, et il est un peu à côté de la plaque, sa fille aussi, ils n'arrivent pas à se parler. Il la gronde, il sait pas trop pourquoi, alors qu'il devrait l'aider, et en fait il la gronde de ne pas être complètement à l'aise, alors que ça paraît évident. Elle est la fille de Léo Scarax, ou elle est la fille de ce personnage, dans tous les cas. Ça paraît évident qu'elle soit pas à l'aise. Enfin, le personnage, ça se voit qu'il est pas bien, au-delà du fait qu'on sait qu'il y a un traumatisme parce que la mère est décédée. Ça, on le sait si on relie le personnage à Léo Scarax, mais voilà. Mais on comprend qu'il y a un truc qui va pas. Malgré tout, on voit bien que c'est Denis Lavant, qu'il a l'air un peu décalé dans le monde. Donc non, cette scène, elle me fout les poils. Je la trouve super belle de simplicité, et justement de simplicité au milieu d'un film qui ne l'est pas, qui nous crie tout le temps qu'il ne l'est pas, qu'il est absurdement baroque, à l'image de son entracte complètement fou et magnifique, avec cette musique folle. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'entracte, c'est un groupe de musiciens dans une église qui joue en direct la musique en marchant, un truc à l'accordéon complètement dingue. En plan séquence. Enfin, il y a des idées comme ça, c'est même pas forcément des idées de mise en scène, c'est des idées d'image, des idées de cinéma, de dire, mais en fait, on n'a jamais vu ça. Oui. C'est même pas tant, je vais le mettre en scène, que je vais le mettre en place, je me demandais qu'est-ce que ça peut donner si je fous ça au milieu d'un film, et puis débrouillez-vous avec tous les machins que je vous mets comme ça. On a presque l'impression qu'il se dit pour certaines séquences, j'aimerais bien faire ça, et m'amuser un peu avec le cinéma, mais sans être... mais toujours en tournant les scènes avec un premier degré absolu, quoi. Tout est hyper sérieux, et hyper bien fait, et hyper poussé, et en même temps rien n'est lié et tout, et du coup la conclusion logique c'est de se dire voilà, c'est un type qui a des contrats et qui a des rendez-vous, et du coup ça permet de faire plein de trucs en fait, et c'est génial, on pourra en faire plein des Holly Motors en fait. Et en plus si tu essaies de comprendre un peu la mythologie du truc, tu te rends compte que ça ne marche pas, il passe son temps à nous piéger, à nous dire mais en fait on s'en fout de qui c'est Monsieur Oscar, rien ne marche en fait, c'est ça qui est beau, c'est que en fait c'est un film sur le pouvoir de croire. Et c'est aussi ce qui est dit dans le dialogue avec Michel Piccoli, qui est aussi incroyable, quoi, sur pourquoi on fait ce métier, sur l'énergie qu'il faut pour faire ce métier, pourquoi on continue. C'est donc le métier d'acteur ou de réalisateur, ça dépend quelle angle on prend pour analyser le film. Donc voilà, mais il y a 1000 choses dans ce film que je trouve magnifiques. Évidemment, la musique de Gérard Manset. Voilà, j'en profite, si vous ne connaissez pas Gérard Manset, c'est le chanteur qu'on entend à la toute fin du film, et voilà, chanteur absolument passionnant, magnifique, tout à fait cohérent avec Carax, puisqu'il refuse de se montrer et de donner des concerts, donc voilà, il y a une filiation qui existe entre les deux, mais c'est confirmé, c'est pas la même personne. Mais voilà, il y a plein de choses, et puis je peux pardonner tous les mauvais films de Denis Lavant, et je peux presque pardonner tous les mauvais films de Léo Scarax, mais faut pas abuser. Est-ce que tu peux pardonner Visiblement Je vous aime ? Oui. Ah ouais. Avec Holly Motors, oui. Mais quand même. Je peux pas pardonner tout Carax parce qu'il a fait des mauvais films sans Denis Lavant, et là ça devient compliqué. Mais voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, est-ce que j'ai envie de vous dire voyez-le ? Oui, mais dans des bonnes conditions. Voilà, préparez-vous à un objet cinématographique un petit peu décontenançant. Oui. Mais en même temps à quelque chose d'assez beau. Et puis, voilà, je pense pour terminer,
quand Denis Lavant joue avec Léos Carax, en tout cas dans un long métrage, ça permet toujours de faire un point sur sa carrière, quand même. Et ça le remet sur le devant de la scène. Parce que vu qu'il est associé, je pense, à vie à ce réalisateur-là, du coup, entre-temps, il peut jouer plein de petits rôles dans des films qui sortent pas forcément en France, et être un peu oublié du public. Là, forcément, il est rappelé. Et donc le film, donc je l'ai dit, est sélectionné à Cannes. Ça fait longtemps que Denis Lavant n'était pas allé à Cannes, en tout cas en sélection officielle. Ça devait faire très longtemps, je pense. Probablement depuis un précédent film de Léos Carax. Et il repart bredouille. Pas de prix d'interprétation pour Denis Lavant. Je sais pas qui l'a eu, mais franchement, quand même. Ouais. Le film est nommé à 9 Césars. Et il n'obtiendra ni la meilleure photo, ni le meilleur acteur, ni la meilleure réalisation, ni le meilleur montage. Nelly Quétier au montage, on rappelle, je crois. Voilà. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous foutez? Je pense que les gens sont passés à côté de ce film, honnêtement. Et c'est dommage. Et donc à ce jour, c'est la seule nomination de Denis Lavant au César. Malgré tous les rôles marquants qu'il a pu faire, même un second rôle, il n'a jamais été nommé. Donc voilà, ça montre bien la particularité de Denis Lavant avec le cinéma français. Il est toujours décalé, ça restera toujours un acteur de théâtre, et en même temps, là, il y a une petite occasion manquée, je trouve. Mais bon, en tout cas, ça remet Denis Lavant pleinement sous les feux des projecteurs. Et donc, on va voir dans les prochains épisodes qu'est-ce que ça donne. Ah oui. Et ça, j'ai hâte. Moi aussi. Parce qu'en plus, ça, c'est encore très inconnu pour moi. Oui, ah oui, c'est vrai. Je sais un peu ce qui se passe, mais il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, donc on va découvrir, puis on va avoir aussi rencontrer des nouveaux cinéastes qu'on n'attendait peut-être pas juste derrière un Léos Carax. C'est vrai. Voilà, je glisse simplement un nom pour teaser. Un cliffhanger. Jean-Pierre Mocky. Oh là là. Bon, je pense qu'on peut, conclure comme ça après ce film qu'on a fait qu'effleurer, mais qu'en même temps on ne peut pas déflorer, j'ai envie de dire, complètement. Et voilà, on se retrouve très bientôt. On sait pas encore si ce sera pour la suite de Denis Lavant ou pour une autre intégrale, mais on continuera Denis Lavant, évidemment, vaille que vaille, coûte que coûte. Et en attendant, voyez des films, et à très vite. À bientôt. Salut.